Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 34e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Périard qui est en compagnie du très travaillant Pierre Gastonguay. Comment ça va Pierre? Ça va très bien. Travaillant parce que on a de la misère à se trouver des moments pour enregistrer tout ça. Là, mais ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on travaille toutes les deux. On est occupés. Fait que c'est des bonnes nouvelles quand même. On est surtout, très occupés. Très occupés. Surtout pour des humoristes, des travailleurs autonomes. T'as encore ta job d'adulte, toi, mais ça reste que on est occupés. Tant mieux. C'est le fun. On aime ça. Être occupé. Vraiment. Puis ça me fait plaisir aussi d'être occupé parce que ça fonctionne bien. Le podcast, les chiffres sont beaucoup trop gros. Là, on est comme... On va-tu se rendre à 5000? Là, j'étais comme impossible. On n'est pas loin du 3000, là. Là, je suis genre, on n'est pas si loin. Fait que là, les amis restent à peu près un peu moins que 10 jours, là, on s'entend, là. Fait que, si vous nous faites le cadeau de se rendre à 5, quand notre but initial était de se rendre à 1000... Ouais. Ça va être incroyable. On vous adore déjà de nous aider à faire que l'algorithme nous aime, puis à liker, puis à faire des commentaires. Merci pour ça. Ben oui. Mais ouais, si on est capable de se rendre à 5000, je sais pas ce qu'on va faire. Il va falloir faire quelque chose. On va faire un événement live, quelque chose. C'est ça. En tout cas, vous nous motivez à travailler parce que là, on est un peu au milieu de la nuit présentement qu'on tourne notre épisode parce que on travaillait les deux tout le temps le jour puis on pouvait pas. Fait que là, on est comme on a vu le Raw, on n'a pas encore vu le Dynamite. Et on est dans une de ces nuits-là. Hein, une matinée. Devinez laquelle. C'est ça. Tu regardes dehors, puis il y a de la lune. Fait que, on a la lune. La lune est là, elle nous accompagne. On est avant l'éclipse quand même. Mais, Oui, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est le fun. Toi, ça a bien été ces derniers jours? Oui, moi c'est ça. Je suis très occupé parce que j'ai un contrat. Je suis rendu... travailleur autonome, j'ai un peu... Tout s'est passé un peu en même temps, le début du podcast, j'ai lâché ma job d'adulte, tout ça, je pense que ça a déjà été documenté dans le podcast. J'ai un contrat que j'aime beaucoup faire, ça fait déjà 3 ans. C'est animateur de foule pour une émission qui s'appelle « Ça fait la job », qui est diffusée à Unitélé. Si vous avez un câble, si vous êtes quelqu'un qui a au-dessus de 50 ans et que vous avez encore le câble, c'est disponible. T'as le câble, toi, Max, hein? T'es une de ces personnes. Moi, j'ai le câble. Moi, je suis un des... de 50 ans. Moi, je suis une des très rares personnes qui a le câble. Parce que je me disais tout le temps, hey, je vais comme encourager la culture québécoise parce que j'aimerais ça être un jour... moi-même être encouragé par la télévision de la culture québécoise, mais hey, j'ai jamais encore été à la télé, fait que je me dis peut-être que je fais ça pour rien, puis je donne de l'argent, puis finalement, ça me donnera pas tant de contrats, puis la télé va mourir avant qu'il m'en donne un. Premièrement, la télé va jamais mourra. Pas mourir, mais tu sais, prendre moins d'importance, qu'est-ce qu'elle a. Mais t'es une des personnes qui peut écouter, justement, ça fait la job à Unitélé, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que je suis... animateur de foule, c'est ça, je suis pas animateur. C'est sûr que t'es bon. C'est sûr que t'es bon. C'est une job d'humoriste, être animateur de foule, parce que tu parles mais aux gens. Une coche au-dessus, t'es quand même genre, t'as une intensité, puis let's go! Oui. Beaucoup trop d'énergie pour des personnes au-dessus de 70 ans qui essayent d'applaudir puis qui ont de l'arthrite dans les mains, là. Oui. Je suis un peu trop intense. Fait que c'est des grosses journées de tournage, en fait. C'est ça, pour des gens qui ont peut-être travaillé en télé ou qui connaissent un peu le milieu de la télé, c'est des longues journées. On commence très tôt, on finit très tard. Pas le soir, mais on finit quand même. C'est des grosses journées. Fait que... tout ça pour dire qu'on est occupé. C'est très positif. C'est occupé positif. Ça, je veux dire. C'est ça. Et puis, vu que c'est animateur de foule, ta job de jour présentement, ça va comme te donner un break, animer de la lutte, puis être excité. Même si c'est le même niveau d'intensité, ça va être quand même une coche en dessous d'un animateur de foule. Quand même. Dans l'épisode. Mais j'essaie d'un peu d'apporter l'aspect lutte avec l'animateur qui est un bon chum, qui est Sam Chiasson, qui est un gars du Nouveau-Brunswick. On a un peu cet aspect-là où des fois on se bave un peu, puis un peu comme genre de côté lutte, un peu du kayfabe, que les gens sont comme pas conscients si c'est vrai ou pas ce qu'on dit. On dit de la merde. On a bien du fun sur le plateau. Une très très belle équipe en général. Fait que, je sais qu'il n'y a pas grand monde dans l'équipe qui va écouter ça, mais hey, je vous salue. Fait que c'est ça. Ben oui. Puis si jamais vous tombez sur l'épisode de Ça fait la job, vous penserez à Pierre. Si la foule réagit aussi bien, c'est grâce à lui. Ouais, si ça réagit pas bien, ben c'est pas de ma faute, c'est eux le problème. Oui. Et d'ailleurs, bonne fête, hein, c'est ta fête la semaine dernière. Dans les commentaires, je veux qu'on écrive bonne fête Pierre, s'il vous plaît. Ça va être le fun, ça va lui faire plaisir. Non, pas tant, c'est ça l'affaire. Ça me fait rire parce que il y a tout le temps quelqu'un parmi mes amis ou ma famille qui m'envoie un bonne fête sur Facebook, puis là ça pop. Ouais. À comme 11h
la journée de ma fête. Puis là, je reçois plein de messages textes. Je suis bon, voilà. Parce que moi, ma date n'est pas affichée. Je fête pas ma fête dans la vie. Mais si vous me souhaitez bonne fête dans les commentaires, on va le prendre à 100% parce que je vous aime beaucoup. Ben, on est pareil, moi aussi. Je ne fête pas non plus ma fête. En fait, j'appelle ma mère, moi, à chaque fois que c'est ma fête pour la remercier. C'est plus la fête de ma mère à ma fête. Mais c'est ça. On dirait que je fête au genre, au chiffron. La dernière fois que j'ai fêté, c'était à 25. Là, ah, c'est bon ça. Donc là, je me dis, peut-être la prochaine, à 40, je vais peut-être fêter. Ouais. C'est comme des gros chiffres, mais sinon, les autres années, bah, c'est pas si important. Une journée comme un autre. Ben, exact. Ouais. Et sinon, c'est peut-être que vous avez écouté Les Oliviers, qui est le gala d'humour des humoristes québécois. Si jamais vous écoutez l'autre bout de SNL, vous êtes quelques-uns qui est en Europe, mais le gala Les Oliviers, c'est un gala qui récompense les meilleurs humoristes, les meilleurs podcasts humoristiques, les meilleurs tout drôles. Et comme vous l'avez remarqué, si vous l'avez écouté, on n'était pas là, moi et Pierre. On n'était pas invités, mais ce n'est que partie remise. Fait que n'hésitez pas à liker. Et justement, peut-être qu'un jour, ce podcast-là sera peut-être à ce gala-là. Qui sait? Qui sait? On peut, moi, je pensais pas qu'on serait déjà à 3000. Fait que, qui sait? Mais on va souhaiter les Oliviers dans 5 ans. Pour les Oliviers, c'est bizarre parce que il y a deux catégories. C'est les podcasts scriptés et podcasts non scriptés. Je pense qu'on serait scripté. On n'est pas scripté, mais on est... Mais on est quand même scripté. On écrit... Non, moi, je pense qu'on serait plus scripté que pas scripté. OK. En tout cas, moi j'écris les... Moi, je peux envoyer des textes s'ils ont besoin de savoir. Ah oui, moi aussi. Toutes mes capsules sont écrites à 80%, puis on jazz. Ouais, c'est vrai, ok. Ben oui, ben tu regardes c'est qui aussi qui est scripté, puis je pense qu'on est scripté. Plus que... Ok, oui, c'est vrai ça. C'est pas de l'impro à 100%. On se compare, on se console, quand même. Ben oui. D'ailleurs, on va aller avec les commentaires du public. Hein. Vous êtes toujours nombreux à nous écouter, à nous faire des commentaires. Et on a eu une nouvelle personne qui nous a écrit des commentaires. On est très contents de savoir. Et c'est Patrouilleur, Dan, qui nous dit salut la gang, je vous ai découvert depuis l'épisode 28, fait qu'il n'y a pas si longtemps, 2-3 semaines. Hein, il n'y a jamais trop de podcasts de lutte. Encore mieux quand c'est Made in Québec. Eh bien, ça nous fait plaisir, Patrouilleur Dan, de nous avoir fait ça. Et il nous dit que lui, son Frog Splash, le Frog Splash, pour l'épisode qu'on faisait qui le fait mieux, lui, c'est Eddie All Day, toujours. Il aimait bien également celui d'RVD qu'on n'a pas mentionné, mais qu'effectivement, il y a des beaux sells. Très beau. Et que son bien après. C'était plus comme en split, là, comme les gens lui, écartés un peu. Il était prêt à se faire des cuisses de grenouille, là. Celui d'RVD. Et il a bien apprécié également la chronique musique de DJ GM du dernier épisode. Hein, et lui, son top était le OG de Asuka à NXT. La chanson d'entrée d'Aleister Black à WWE et NXT. Ainsi que celle de Biker Taker qui rentrait sur du Limp Bizkit. Alors, écoute... ben, merci pour ton commentaire. Puis n'hésite pas à en faire d'autres. Ça me fait plaisir de voir ça. Si t'es arrivé à l'épisode 28, je pense que t'as pas encore connu non plus les questionnaires. Hein, et j'en profite pour commencer à en parler parce que le gros questionnaire de pronostic de WrestleMania, c'est le plus gros de l'année. On s'entend, c'est sur 2 soirs WrestleMania. Fait qu'il va y avoir un questionnaire de prédiction que vous allez pouvoir faire tout simplement à cliquer dans les prochains épisodes. Là, ça va apparaître dans les descriptions. Donc, on clique sur le lien, vous entrez juste votre adresse courriel pour qu'on s'assure qu'il y ait juste une participation à la personne. On fait rien, on vous envoie les réponses, c'est tout ce qu'on fait avec cette adresse courriel-là. Et par la suite, vous répondez au questionnaire. Et là, comme c'est sur 2 soirs, il va en avoir des questions et ça va être pour plusieurs points. Fait qu'il est en train d'être construit. Fait que je sais pas encore à quel point ça va être long, mais c'est déjà pas mal long. Fait que, tu sais, mettons peut-être prévoir un bon 20 minutes là, pour remplir ce questionnaire-là. Et tout vous poser des questions de qu'est-ce qui va se passer au niveau du booking. Et on saura qui sera le meilleur sommelier. C'est peut-être Pat ou Dan. Je sais pas comment, parce que c'est Patrouilleur Dan. Je sais pas comment t'appeler. Non, c'est Dan. C'est Dan, mais j'aime ça t'appeler Pat pareil. Fait que Dan, peut-être que c'est toi qui vas devenir le meilleur et détrôner la Queen Elizabeth, qui est présentement la championne des formulaires. Et une petite note à Aleister Black, ça tourne. Qu'on comprend pas les paroles parce que c'est chanté en criant, du scream. Et je vais paraphraser Monsieur Frank Grenier qui aimait beaucoup cette chanson-là et qui disait qui la chantait, qui disait « On comprend rien parce que je suis fâché ». Peut-être une anecdote qu'il fallait être là, mais... c'est vrai que ça ressemble un peu à ça, les paroles.
Ouais. Absolument. Et sinon, on a également, on va faire pour la première fois la chronique du public. Hein, fait que là, tu peux même te mettre un petit truc, là, Pierre. La chronique du public! Et cette semaine, c'est Pierre-Paul qui nous a posé une question, qui nous a demandé à nous, chers soleils, Max et Pierre, est-ce que vous pouvez me donner votre top 5 de lutteuses préférées all time? Donc de toujours, ever. Time. Et là, fait que là, c'est la chronique du public. Fait que n'hésitez pas si vous avez des idées de chronique à les mettre en commentaire. Ouais. Mais on va commencer. Est-ce qu'on y va, genre, on en nomme une chacune ou on y va tout d'un coup, moi? Tout d'un coup, moi je pense qu'on a deux quand même visions différentes. Fait ok, bon, parfait. Rentre dans ton univers, on va rentrer dans la mienne après. Génial. Vas-y, je te suis. Ben, je vais commencer. Moi, tout d'abord, c'était top 5, seulement 5. Oui. Fait que je vais quand même mettre une mention honorable. Et ça va être mention honorable à Becky Lynch, qui ne fait pas partie du top 5, mais que j'ai bien aimé. Le gros, tu sais, elle est encore excellente. Elle était très, très bonne également lorsqu'elle était à NXT. Mais je pense que en tout cas, le prime de sa carrière a été dans sa période de man, un petit peu avant d'accoucher de son enfant, de Roux. Oui. Roux, son bébé Roux. Donc, j'aime Becky Lynch comme ça parce que je trouve que j'aime un peu moins avant, un peu moins après, mais la période forte était très bonne. Sinon, j'y vais en 5e position. J'ai une qui est bonne dans tout, qui serait probablement première sur plusieurs personnes, mais Charlotte Flair. Charlotte Flair qui est excellente dans le ring. Excellente. Cinquième, et j'explique parce que Charlotte a de la misère à connecter avec Charlotte. On dirait qu'elle est trop parfaite, trop bonne, ce qui fait que ça enlève un peu de magie pour moi. Dans comme, tu sais, est-ce que je la regarde puis je me sens interpellé? Non. Tu sais, moi, je suis pas une grande, belle blonde avec genre 6 pieds, des belles pattes. Moi, je suis pas comme ça. Fait que je me sens pas interpellé par le casting puis par ce qu'elle dégage. J'ai pas une confiance inébranlable comme elle. Mon père, c'est pas un monsieur tout croche qui marchait genre semi au ralenti puis qui faisait genre qui tombait face première des fois. Non, moi, c'est pas ça, mon père. Fait que, on dirait, c'est pour ça, je vais mettre Charlotte en 5e position. En 4e, je vais avec une que j'ai beaucoup aimée et qui a tenu, selon moi, la division féminine pendant une trop longue période où c'était n'importe quoi, la division féminine de la WWE. Et c'est Beth Phoenix. Absolument. Beth Phoenix qui a jamais tombé dans cette espèce de gimmick, de diva ou tout ça. Donc, il est resté pro. La Glamazon, impressionnante physiquement, des finishers super beaux, des excellents matchs avec plein de filles. Des fois, elle n'avait pas des adversaires où c'était facile de les faire bien paraître. Elle réussissait tout de même à le faire. Fait que, puis également, une fin de carrière quand même efficace. Elle a été au micro, elle a fait des petits retours dans des matchs avec son copain Edge, Adam Copeland. Je l'ai trouvé efficace encore là-dessus. Oui, mais si tu te souviens du Royal Rumble 2020, je crois, elle s'est ouvert la tête. Elle était tout rouge, les cheveux tout rouges, puis elle a fait long, là. Elle était du sang, là, puis elle a été une championne, une pro, puis elle a continué, puis elle était forte, puis impressionnante, vraiment impressionnante. Ouais, impressionnante, puis en tout cas, j'ai toujours trouvé super forte dès le départ, puis j'ai trouvé qu'elle n'en a pas perdu en vieillissant. Elle est encore aussi excellente. Vraiment. Ensuite, en 3e position, j'ai Asuka. Asuka qui... je connaissais un peu moins, parce que moi, j'étais pas comme toi. Je suivais pas la New Japan. Mais lorsqu'elle est arrivée en Amérique du Nord, qu'elle a commencé à NXT, pour moi, elle a gagné mon cœur. Elle a tout pété. Un charisme incroyable, cette madame-là. Et quand même... un âge avancé, là, Asuka, pour faire le type de lutte qu'elle fait, un peu strong style, beaucoup de bombes. Fait que beaucoup de respect, moi, pour quelqu'un qui parle pas la langue, qui réussit à se faire mettre over, puis que ça soit de manière organique comme ça, là, aussi apprécié. Une belle gimmick, des beaux costumes, fait que j'adore Asuka. En 2e position, qui peut-être un jour montera en première, je verrai. Elle n'aurait pas terminé sa carrière, mais c'est Bayley. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Bayley. Tu sais, comme je disais, autant je connectais pas avec Charlotte Flair, Bayley, plus dans, me sens plus. C'est ça, tu sais, on dirait que je suis comme... Ça me présente plus. Là, ça, tu te reconnais plus dans l'underdog qu'elle était. Un peu underdog, gentil, tout ça. Là, elle est moins gentille les dernières années, mais même son heel, je le trouve drôle, puis... Elle reste sympathique, puis elle garde pas cette naïveté-là, mais elle garde un peu ce qu'on aime de très naturel chez elle, de très... On se rejoint, ou on est capable de se reconnaître en elle.
Exactement. Puis aussi bonne, très bonne au micro, Ouais. très bonne également dans le ring. Elle aussi, elle en a vu Surtout dans le passer ring. des lutteuses qui Ouais. commençaient puis qu'elle a dû faire les matchs un peu tout seul. Ouais. Fait que non, une excellente lutteuse qui n'a pas encore fini sa carrière et que j'espère y avouer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Et en première position, ma lutteuse préférée, eh bien, de toujours, depuis toujours, et encore plus depuis qu'elle est revenue, qu'elle a fait une deuxième run après être revenue d'un congé de maternité, et là, elle a gagné tout mon respect. Et c'est Mickie James. Ouh! Et Mickie James, c'était ma lutteuse préférée à l'époque, avant que ça devienne les divas, tout ça. C'était ma lutteuse préférée. Des grosses feuds avec Lita, Wow. avec Trish Stratus. Ensuite, je l'ai suivie à son époque où elle était à la TNA. Je la trouvais excellente également. Elle a été souvent knockout champion avec The Hardcore Country. Ah, elle était excellente. Ils se battent avec des espèces de pattes d'éléphant. C'était écœurant. Elle avait un bon look. Excellente au micro également. Et elle a pris une petite pause pour congé maternité. Elle est revenue à peu près milieu 2010, avec autour 2014-2015, pour refaire une autre run à WWE, dans le coin d'NXT. Ouais. Des excellents matchs, encore une fois. Revenu un peu à la TNA également, entre-temps. Fait que pour l'ensemble de sa carrière, puis pour le gros impact qu'elle a eu en début de carrière en s'affrontant dans l'espèce de Golden Age avant que ça devienne tout croche, les filles. Mickie James, que j'ai toujours bien apprécié de mon côté. C'était la première championne de la TNA, Knockout Champion, à faire le saut au Rumble. T'sais, on a vu Jordan Gray cette année, mais il y a 2 ans, il y a 2 ans, c'était Mickie James qui arrive, ou il y a 1 an, qui arrivait avec la ceinture de TNA dans le Rumble de femmes. Donc c'est elle qui a ouvert la porte, ou un des Forbidden Doors, là, entre guillemets. Ouais, puis je pense que ses meilleurs matchs, autres qu'en début de carrière, se sont passés à la TNA. Là, je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, mettons, de début 2000 jusqu'à début 2010, jusqu'à 2010, là, elle a des belles runs à la TNA en tant que championne knockout, championne féminine. Donc, non, excellente. Beaucoup de charisme aussi, la madame. Fait que ça serait ma lutteuse préférée de tous les temps. Très cool. De ton côté, Pierre. Mention honorable, Bianca Belair, parce que d'emblée, je vais le dire, là, je suis un peu plus new school. J'ai été moins actif ou pratiquement pas actif là, si on recule là, avant 2017-2016. Fait que je vais être très actuel dans ce qui se fait comme produit, comme lutteuse. Donc, mention honorable, Bianca Belair, j'aime beaucoup ce qu'elle était à NXT, ce qu'elle promettait et ce qu'elle est devenue. Ce qu'elle présentait à NXT, elle a livré exactement. Fait que pour une mention honorable, Bianca Belair, qui est finalement peut-être 6e. Là, et à la fin de sa carrière, elle sera peut-être sur mon classement également parce qu'elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Sûrement. Elle a le monde devant elle. Si ça continue à être une passion pour elle et qu'elle aime ça. Numéro 5, Jamie Hayter du côté de All Elite. Okay. Oui, Jamie Hayter, quand elle est arrivée, on la connaissait pas, elle est arrivée comme une grosse surprise. Puis personne ne dit, c'est qui cette tabarnak? Puis finalement, elle a livré. Malheureusement, son règne comme championne à All Elite, c'est étendu un peu trop vite parce que à cause d'une blessure, mais elle était heel et tout le monde l'aimait, puis ils ont été obligés de la changer face à cause du crowd pressure que je vais appeler, et son charisme et son travail dans le ring incroyable, surtout avec mon numéro 4 qui est son ami Toni Storm. Les matchs qu'elles ont eu ensemble, pour moi, c'est dans le top des matchs, des meilleurs matchs de lutte, point, qu'il y a eu à la All Elite. Puis il n'y a pas beaucoup de matchs marquants du côté féminin, mais ce match-là entre Toni Storm et Jamie Hayter, je ne sais pas exactement c'est lequel, mais il y en a un dans un pay-per-view où c'était excellent. Fait que 4, Toni Storm, surtout aussi l'évolution Toni Storm, tout ce qu'elle où elle est rendue de où elle part, puis c'est rendu une vétérane, même si elle a 31-32 ans maintenant. Beaucoup de bagages aussi, tu sais, commencer à la New Japan et par la suite passer par la case NXT. Oui. Par la suite, arrive à la All Elite et se trouve enfin. Exactement. Puis je pense que c'est le genre de personne qui pourrait avoir une carrière après pour entraîner, pour devenir producer. Je pense qu'elle a une intelligence de lutte qui fonctionne très bien. 3e place, Alexa Bliss. Oh, Alexa. Oui, que j'aime aussi, moi. Alexa a été... Ses années fortes étaient très fortes. Oui, exactement. C'est pour ça que je l'ai mis en 3e position. C'est pas la meilleure lutteuse. C'est très basic, mais elle a réussi à lutter avec les meilleurs et c'était très potable, même
très bon. Mais Très le bonne au personnage... Mais au micro, une des tops au micro, Ouais. ses personnages étaient toujours très clairs, ses intentions étaient toujours très claires. Fait que pour son travail, puis sa précision du travail qu'elle donnait, je vais lui donner avec tout le travail qu'elle a fait avec The Fiend, qui était pas ma gimmick préférée avec The Fiend. Moi, je pense que c'était pas exactement ça qu'il fallait faire comme Ouais. pairing avec The Fiend à ce moment-là. Elle a réussi à très très bien le faire, même qu'un moment donné, on voyait plus The Fiend du tout. Puis c'est elle qui leadait toute cette gimmick-là. Puis ça fonctionnait. Fait que peu importe ce qu'on lui lance, elle va être capable de bien livrer. Ouais, puis je En trouvais deuxième- qu'elle Oui. prenait également beaucoup de risques. Qu'elle prendra probablement moins si jamais elle revient parce que je pense que les blessures l'ont rattrapé, mais beaucoup de risques pour quelqu'un de sa petite taille et de. Oui. Tu sais, c'est pas la fille la plus. À la hauteur de la musclée troisième du corde, dos. quasiment. Là. Eh oui, beaucoup de tours de la troisième, des gros bumps, des Ouais. face bumps et tout. Là. Fait que chapeau à elle. Ça a peut-être, nuit par la suite à quelques blessures, amené à quelques Ouais. blessures. Probablement que si elle revenait faire une run, ça va être un peu plus safe côté bump. Oui. Ouais, je Mais pense que en tout cas, c'est vraiment. c'est démarqué. Il Vraiment, est là. démarqué puis pris beaucoup de risques Oui. avec son corps pour. De partir justement- de partir de genre de petite gimmick de cheerleader à aller avec Ah, c'est fou. tout ce qu'elle a réussi à faire. La goddess! The Goddess. En deuxième position, un autre. La Goddess, mais de l'autre côté, à la All Elite, c'est Ouais. Britt Baker, celle qui a littéralement tenu une division sur ses épaules Ah, ça, c'est pendant fou. comme 2 ans. Tout ça, c'est elle qui est la plus Ah, bien pendant la celle- COVID aussi, pendant où il n'y avait que- personne dans les. Exactement. Elle a réussi à se mettre over avec une blessure. Elle était assise dans un kart, elle envoyait chier Tony Schiavone, puis elle a Ouais. réussi à se mettre over avec ça. Son charisme, ce qu'elle a réussi à développer au micro aussi. Et elle a prouvé aussi que dans le ring, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de livrer très, très, Ouais. très, très, Très bonne bien. en storytelling, je trouve, au niveau des 100%. filles. Là, tu sais, elle a une grosse force pour vendre l'histoire qui est en train d'être racontée. Ah oui. Qu'est-ce qu'on vend, quelles blessures qu'est-ce qu'on attaque comme membre dans ce Absolument. match-là. J'entendais dans excellent. une entrevue qu'elle disait qu'on dirait que c'est comme une deuxième nature pour elle de voir la lumière rouge. La lumière rouge qui est la caméra qui est live. Ouais. Donc la caméra qui filme, qui a le feed. Pas le feed, mais le feed. Donc la caméra qui est active, qui prend l'image, qui capture l'image. Elle avait comme l'œil et le réflexe de regarder vers cette caméra-là. Ouais. Puis tu sais, si vous mettez à la place du lutteur, il y a à peu près 8 caméras que vous pouvez regarder. Fait que il y a 2 caméras qui sont des caméras fixes qui sont dans la foule. Ça, c'est facile à voir parce que les lumières sont. Mais sinon, il y a comme 3 caméras d'un côté, puis 4-5 caméras de l'autre bord aussi. Mais c'est d'être capable de bien trouver le point rouge, pour être capable de faire des faces, pour être capable de vendre. Fait que je pense que Britt Baker l'a appris tout de suite, c'est inné, c'est naturel chez elle, puis elle l'a fait très bien. Ma numéro 1, qui est ta numéro 3, Oh! Asuka. Okay. Asuka, ben oui, Asuka qui c'est ça. Beaucoup de respect. Je te laisse poursuivre. Ben, C'est ce que j'ai dit. Elle apporte. Elle est quelque part de spécial dans mon cœur, de un, parce que c'est la lutteuse préférée à ma copine. Oh, parfait. Oui, ça l'influence un peu, mais pas tant que ça. Mais je comprends pourquoi ma copine, c'est sa lutteuse préférée, parce que c'est la mienne aussi. Le travail qu'elle donne, la façon qu'elle vend, le dévouement qu'elle donne à la lutte, puis on s'entend, elle travaille, puis elle réussit à faire la job qu'elle fait dans un pays où c'est pas sa langue maternelle, ou puis en tout cas, pour les intéressés, là, elle a un meilleur anglais que ce qu'elle laisse paraître à l'écran. Ouais. Elle parle très très bien l'anglais, très très bien. Elle parle bien l'anglais. C'est étonnant des fois de la voir des fois en entrevue. Elle fait comme ok, elle parle très bien. Fait que l'intelligence d'être capable de comme se camoufler un peu derrière le personnage japonaise. Ouais. Mais c'est surtout pour le travail entre les cordes. Moi, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi elle n'est pas plus poussée? Pourquoi elle va pas plus loin? C'est. Comment je dirais ça? Elle fait jamais d'erreur. Elle est tout le temps bien placée. Son rythme est bon. J'ai jamais vu blesser personne aussi. Très sécuritaire. Elle est parfaite dans le ring et je veux juste nommer que moi j'ai pas dans mon top 5 Charlotte Flair pour exactement les mêmes raisons que tu as nommées. Puis je le nomme là parce que pour moi Asuka est complètement à l'opposé de Charlotte Flair, mais avec exactement les mêmes qualités. Complète,
presque parfaite dans le ring, mais Asuka apporte quelque chose de plus humain, plus le fun à suivre, ce que Charlotte Flair me donne pas, puis c'est exactement pour les raisons que tu as nommées plus tôt. Fait que Asuka, for the win, votez Asuka! Bon, et vous, dites-nous dans les commentaires en dessous de vidéo, ou si vous nous écoutez à l'audio, allez sur notre page Facebook ou Instagram, nous dire c'est quoi votre top 5 des lutteuses préférées de tous les temps. On a hâte de vous lire, de vous entendre. Et merci, Pierre-Paul, pour la suggestion de chronique. N'hésitez pas à en faire si vous avez des suggestions. Ça va nous faire plaisir de faire vos chroniques à vous. Et peut-être une nouvelle chronique du public qui viendra agrémenter nos épisodes. Et on enchaîne avec la fameuse chronique lexique. Et cette semaine, la chronique lexique, le mot que j'ai choisi, c'est le mot hot tag. Hot tag. Je pensais que tu allais dire hot dog, j'avais faim. Non, pas hot dog, mais hot tag ou tag chaud. Le tag chaud. Ben oui. Et pour ceux, pour ça, dans la lutte, on sait tous un peu, si vous avez été déjà un enfant, vous avez joué à la tag, c'est de toucher un ami, une amie. Et c'est ça, c'est rendu à son tour de leader le jeu. Et c'est un peu la même chose dans des combats par équipe. Donc, les 2 lutteurs, les 3 lutteurs, ça peut être différent. Ça peut être jusqu'à 5, jusqu'à 6 dans un Survivor Elimination Match. Doivent donner la main au prochain qui va rentrer et là, ils deviennent légaux. Un hot tag, c'est lorsque l'autre équipe isole le membre qui est légal et ne peut pas, lui permet pas, en fait, d'aller faire ce tag-là. Et là, il doit, si on veut, en faire plus. Il doit rassembler toutes ses forces, se dégager de tout le monde, faire face à tout ce qu'il y a, toutes les embûches dans son chemin, vents et marées, et que finalement fait un saut et se rend et tag finalement, après plusieurs tentatives infructueuses, son coéquipier ou sa coéquipière qui va rentrer dans le ring. Et là, on appelle ça un hot tag parce que la personne qui l'attendait, elle voulait rentrer, elle avait toute son énergie, elle avait tout boosté, son finisher jusqu'au max, elle est prête à rentrer. Et là, souvent, ça l'enchaîne avec différents coups. On prend le contrôle, littéralement, du match à ce moment-là. C'est souvent les gentils qui vont plus faire des hot tags, les méchants qui vont isoler les gentils. Et là, éventuellement, il y a un hot tag qui se passe. C'est une vieille technique, quand même une vieille technique de lutte qui était utilisée beaucoup, probablement même avant les années 80, qui était énormément utilisée au début là, des WrestleMania, les premiers WrestleMania. Sûrement c'était utilisé même avant qu'il y ait un nom sur le terme, sur le probablement, parce que c'est une manière de construire des histoires là, et d'avoir du hit auprès des méchants, parce que ça va pour le faire et non l'autre adversaire enlève les pieds, ou il y a un hot tag mais l'arbitre ne regardait pas, on l'avait déconcentré. Fait c'est une manière de renforcer les méchants, et lorsque finalement le tag arrive, les gentils ils ont de l'énergie, puis souvent vont peut-être même finir le match, mais de nos jours un peu moins, mais à une époque un hot tag signifiait la fin du match par équipe, probablement, assurément. Maintenant on est ailleurs dans la lutte, fait que c'est moins le cas, mais ça fait quand même un petit momentum lorsqu'un hot tag est fait. T'as-tu des souvenirs, toi, de hot tag qui t'ont marqué dans l'histoire? Ben, tu sais, je suis quand même un gros fan de lutte par équipe. Puis j'ai pas de souvenir de hot tag. Tout ce qui est match avec une légende, tout ce qui est match avec quelqu'un qui est un peu plus vieux, dans les dernières, je veux dire, semaines, c'est Sting qui est l'exemple parfait de ça. Sting avait un très très beau hot tag. Surtout Darby Darby qui vend comme personne et qui était capable de... Les deux ensemble builder quelque chose de super le fun. Sinon, vite comme ça, je pourrais pas te nommer un hot tag qui m'a marqué, mais n'importe quel match tag team avec une légende ou quelqu'un d'un peu plus expérimenté dans le coin qui tend sa main puis qui attend un coup qu'il a, le hot tag puis qui part. FTR l'a fait très bien. Mais FTR le déconstruit aussi très bien, puis ils le font de plein de manières très originales, là, le hot tag. Des fois, ils font c'est bizarre, ils réussissent à bâtir un hot tag en 30 secondes où ils font une petite séquence très très vite. Puis tu sais, c'est des, je veux dire, c'est pas des hot tags, mais c'est des medium tags, je sais pas exactement, là, mais c'est le même principe, par exemple. C'est dans la famille de bâtir une anticipation. Je pense que c'est Kevin Owens qui disait dans une entrevue où peu importe où j'ai entendu ça, qui disait que quand t'es la personne qui attend le tag, faut toujours
bouger. Faut toujours... Ouais. Tu vas pas rester immobile. Faut toujours que tu sollicites la foule. Faut que tu cries après ton toc. Faut toujours créer quelque chose, un mouvement quelconque, peu importe, pour être capable d'aller chercher justement le hot tag qui suit. Puis j'imagine que toi, t'as ciblé quelques hot tags. Ben moi, moi te le dire, mon lutteur... Ton hot tag préféré. Ben, c'est mon lutteur qui fait les meilleurs hot tags, selon moi, ever. Ouais. C'est pas quelqu'un qu'on reconnaît de son apport des matchs par équipe. C'est quelqu'un qui a été beaucoup plus reconnu comme étant solo. Mais c'est une légende, c'est une vedette. Et c'est John Cena. Et c'est exactement ce que tu disais de Kevin Owens. John Cena, sur le bord d'une corde, qui tient la petite corde, qui regarde la foule, qui a les yeux grands comme des 2 piastres, qui est comme « Let's go, viens-t'en, donnez-moi de l'énergie », puis que finalement rentre dans le match, fait ses 5 mouvements et termine le match. John Cena, c'était l'expert du hot tag pour finir des matchs par équipe. Il me faisait toujours beaucoup rire, moi, par sa réaction plus grand que nature. Évidemment, ça s'adresse un peu plus aux enfants, mais moi, ça me faisait fondre le cœur tout le temps. Puis j'étais comme, il est quand même bon, Cena. Fait que je sais que ça sera peut-être un peu controversé. Hein, les gens aiment haïr Cena, mais je le trouve efficace dans ce genre de match-là. Cena sock. Et ça. Hey, on enchaîne avec la prochaine. Dites-nous, vous, c'est qui vous a marqué dans les hot tags. Et on enchaîne avec la prochaine chronique. Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Cette semaine, qui le fait mieux, j'ai 3 variantes du même coup, qui est le coup de genou. Ouh. J'ai mis 3 personnes qui Denis? font... c'est le un pauvre coup de Denis. Ouais, ça, on va nommer ici l'éléphant dans la pièce, l'éléphant qui s'appelle Denis. Les coups de Denis. Pas Denis Talbot, mais bien le coup de Denis. Le coup de Denis. Ride in Denis. Parce que j'ai 3 coups, mais 3 coups différents, mais les 3 ont un impact, je crois, similaire. Buddy Matthews, avec son coup de genou dans les airs, il vient comme frapper dans la face. Très beau. Ça a l'air de faire mal. Puis pour vrai, il est comme... il fait super bien. Puis je sais pas si t'es un petit fan, toi, de UFC. Mais Charles Jourdain, c'est son move signature. Pour de vrai, qui est un Québécois, qui est un coup dans les genoux, dans les airs. Lui, il le fait pas vrai, cependant. Mais je trouve que celui de Buddy Matthews, il est très efficace. Puis il ressemble beaucoup à celui de Charles Jourdain. Fait que si jamais vous avez des fans là, dans les commentaires, dites-nous si vous aussi vous êtes d'accord. Mais je trouve que Buddy Matthews en a un qui ressemble beaucoup à celui de Charles Jourdain. Très cool. Il le fait très bien. Dans le même style, puis il n'est pas dans mon top. Quoique, si vous voulez l'ajouter, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est Cash Wheeler qui roule la personne, puis qui leur pogne, puis qui redonne. Ou c'est Cash Wheeler? Non, c'est... Bref, peu importe, je pense que c'est Malachi Black. Ça dérange pas. Dans mon top, c'est Buddy Matthews qui est là. Deuxième personne, c'est Asuka. Avec son genre de coup de genou où elle lance la personne dans les airs, puis après, ça lui donne un coup de genou direct dans le nez. Et troisième personne, Kenny Omega avec son V-Trigger, bien évidemment. Buddy Matthews, Asuka, Kenny Omega, 3 V-Trigger, 3 coups de genou très différents. Un avec de l'impact, un très cartoon et l'autre où on court et on veut littéralement décapiter quelqu'un. Qui le fait mieux, le coup de genou, d'après toi, Max? Moi, je vais y aller avec Kenny Omega. Le V-Trigger. Moi, pour le V-Trigger, pour tout en fait. Les coups de genou de Kenny Omega, il rentre au poste. Kenny Omega fait le coup de genou de Buddy Matthews aussi. Oui, puis il sonne les coups de genou de Kenny Omega. Ils sont impressionnants. Puis il se met tellement un momentum dans le coup de genou que il est excellent pour pas que ça fasse mal pour vrai, mais on dirait que c'est impossible que ça fasse pas mal. Tellement qu'il rentre puis il continue genre le momentum. Là, tellement. Là. Fait que moi je vais dire Kenny Omega qui à chaque fois me jette à terre à quel point il est capable de ne pas blesser des gens en les blessant dans le kayfabe. Je voudrais faire le match avec Bryan Danielson où Kenny part du haut de la rampe, court des kilomètres de swing pour aller frapper un Bryan Danielson qui vient d'arriver à All Elite. Il va mourir. Sinon, pour moi, je pense que pour moi, c'est Kenny Omega aussi, c'est le V-Trigger qui prend la palle. Mais mention honorable quand même à Buddy Matthews, son coup de genou. Je pense que ça dépend beaucoup de la personne qui va le vendre aussi. La personne qui le reçoit, je pense, a un impact, sans mauvais jeu de mots, sur le coup de genou. Mais Buddy Matthews, pour moi, est vraiment, je pense, un des lutteurs les plus underrated. Je pense qu'il mérite. Sûrement.
Si on avait fait les émissions là, à l'époque, là, son match avec Roman Reigns, là, qui pour moi m'a tellement jeté à terre. Quel excellent match. On va peut-être éventuellement dans un épisode futur faire une chronique nostalgie dans la liste de ce match-là. Il est incroyable à quel point Buddy Matthews, tu comprends pas comment ça, c'est pas un main eventer quand tu le mets avec Roman Reigns puis que ça donne ce match-là. Exactement. C'était Buddy tellement Matthews, bon. Buddy Murphy dans le temps, n'importe quel match de pre-show, de n'importe quel pay-per-view, il était là. Puis il a tenu la division 205 sur ses épaules pendant un bout aussi. Puis non, il était excellent. Absolument. Génial, merci. Et vous, dites-nous, qui a le meilleur coup de genou, coup de Denis? C'est qui a le meilleur Denis? Dites-nous-le dans les commentaires. Et on enchaîne avec notre dégustation de la semaine, parce que c'est un épisode un peu régulier où on fait un retour sur les épisodes de lutte de la WWE et de All Elite Wrestling du 18 au 25 mars cette fois-ci. On inclut le Raw, parce qu'on a passé le Raw. D'habitude, on enregistre avant le Raw du lundi, là, on est après. Donc, on va inclure le Raw du 25, surtout que notre prochain épisode régulier avec WrestleMania qui arrive et tout, va être dans 2 semaines et demie. Fait qu'on va faire un long épisode qui va faire un retour sur 2 semaines et demie. Fait que je suis comme, on va tout de suite inclure le Raw de cette semaine. Vous dire c'était quoi les bons matchs. Fait qu'on commence d'abord avec le Raw qui avait lieu le 18 mars dernier. C'était pas le segment d'ouverture, mais c'était le match qui était le premier match de la carte. Oui. Qui est mon match préféré de la semaine. Ouais. De cette semaine et demie environ. Je pense que c'est le mien aussi. C'était hashtag DIY. Je sais pas si tu as remarqué, ils ont toujours le hashtag. C'est pas juste DIY. Contre les Creed Brothers au Raw du 18 mars, dans la première heure. Ça a duré à peu près 18 minutes de match en tant que tel, mais il y a eu 2 pubs. Fait que, mettons, grosso modo, pour les gens qui étaient sur place, autour de 25-26 minutes. Ouais. Et je vais vous l'analyser un peu plus en profondeur. Vous allez voir, je vais être excité un peu durant mon truc. Vous savez aussi, à Creed Brothers, ça fait une place très importante dans mon cœur. À chaque fois que je les vois, ils me surprennent et je les aime. Fait qu'on commence ça avec DIY qui est déjà dans le ring. Ça, quand quelqu'un est déjà dans le ring, pas un bon signe. D'habitude, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Qui sait? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça de même, faut qu'on sauve du temps. Fait qu'ils sont déjà dans le ring. Là, vous allez voir, je vais essayer de voir les signes de comment vous pensez, comment décoder ce que les gens en coulisses pensent de ces deux gens-là. Fait que là, pas un bon signe du côté DIY. Les Creed Brothers, ils rentrent, ils ont leur entrée, et ils ont même maintenant leur image 3D qui flotte dans les airs. Remarquez ça, une nouvelle image 3D avec une espèce de flamme olympique qui allume. Ça, c'est un bon signe. Ça, de l'habitude, quand ils font une image 3D virtuelle. C'est de l'argent investi, ça, là. Ça, de l'habitude, c'est, tu sais pas, des fois, c'est dégueulasse. Des fois, c'est juste un gros toit qui fait rare, pis que c'est dégueu, mais qui garde ça pendant 4 ans et demi, hein, quand t'es Roman Reigns. Mais dans leur cas, c'est pas si pire. Fait que, cependant, mauvais signe, j'aime pas leur chanson d'entrée. Je trouve qu'elle manque un petit quelque chose. Il faudrait repackager la chanson d'entrée. Puis un autre mauvais signe, j'aime pas leur look. Dans le sens, ils ont un look de lutte, mais très beige, très gris, très genre... Ouais, ok. Je pense que ça va, le look lutte, mais mettez-leur peut-être des couleurs pour qu'on les reconnaisse plus, ou... je sais pas. Je trouve qu'il manque un petit peu de charisme, parce que je trouve qu'ils en ont beaucoup, les deux gars, les Creed Brothers. Mais leur suit, t'en as pas. Là, je vais envoyer un courriel à... Ah oui, quelque chose. Peut-être des épaules. Tu sais, rajouter de quoi, peut-être, là, je sais pas. Mais ça, brainstormer, là, Monsieur Paul, là, amener des affaires meilleures. Et le match commence. C'est Julius, hein, qui est le plus grand. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Julius, puis il y a Brutus qui est le plus baraki, la petite boule un peu plus. Il commence contre Ciampa. Ça commence avec un match un peu technique, grappling. On s'entend jusqu'à la première pause, c'est un peu plus début de match sur le classique. Match là, ouais, c'est ça. Exact. Là, on met les stats de 2K24. Oui, c'est vrai. Hey, là, avec pas des bonnes stats. Pour les 4 dans le match, là, on a Gargano et Ciampa qui sont pourtant les vétérans. 74 et 76. Je suis pas d'accord. De l'autre côté, ils sont plus bas que Brutus et Julius. Brutus 78, Julius 79. Ça n'a aucun rapport. Fait que ça, c'est comme mauvais signe du côté de DIY. Très mauvais signe. Là. Et quand même, c'est bon signe parce que vous êtes des recrues, Brutus et Julius, mais tout ça est weird. Et je comprends pas qui a fait les stats de 2K24, mais clairement, il écoute pas les matchs. Là, il est pas là. Il se fie à quelque chose d'autre pour faire ses Il a jamais écouté NXT, clairement. Là. Clairement pas. Ensuite, Ankle Lock fait par Julius. Le premier, hein, on débute le match. Tente un Ankle Lock tout de suite, sont reconnus pour tous les gens qui sont bons en lutte, ont le Ankle Lock dans leur prise.
On se demande pas à cause de qui. Mais Ciampa, il s'en rend compte. On est au début du match. Fait qu'il se rend rapidement à la corde. Fait briser le compte. Brutus ensuite tag in. Pas un hot tag, juste un tag normal. Ouais, on continue de faire du grappling un peu avec Ciampa. On s'attaque au bras de Ciampa au lieu de s'attaquer à sa jambe. Ciampa lui parvient à lui faire un espèce de blind tag à Gargano. Hein. Fait que là, un blind tag, on n'en a pas parlé, mais hein, c'est que quelqu'un fait un tag, mais que l'adversaire s'en rend pas compte. Que quelque chose s'est passé. Puis fait que là, Gargano rentre dans le match avec un blind tag. Et là, on voit un peu le côté in-ring est plus fort du côté des Creed Brothers, mais l'expérience est plus forte de DIY. Fait qu'à deux, sont capables de reprendre l'avantage. Fait que rapidement, là, ils reprennent le dessus sur les deux frères. Julius tente même d'intervenir pour essayer d'arrêter tout, sans succès. On enchaîne ensuite un espèce de double saut vers l'extérieur, synchronisé de la part de DIY sur les deux gars qui sont à l'extérieur. Et tout le monde est à terre, ça réussit. Les deux gars vont sur le coin et se mettent à applaudir, à se donner des tapes dans le dos. Ils sont contents, les gars de DIY. Et ça annonce la pub. Fait qu'on a une première pub qui arrive. Au retour de la pause, on a Ciampa qui est en contrôle sur Julius dans le ring. Ensuite, un double tag de chaque côté. Brutus et Gargano rentrent. Brutus prend le contrôle rapidement. Il fait un suplex à Gargano. Il prend ensuite en powerbomb Ciampa et le lance un gros powerbomb violent. Oui, là, un gros violent powerbomb. Par la suite, Brutus il aime ça se mettre un peu en position gorille. Là. C'est un peu sa marque de commerce. Là. Il se met en position gorille. Je sais pas si c'est inspiré du nouveau film de King Kong qui va sortir. Peut-être, en tout cas. D'après moi, il y a de la pub croisée qu'on peut faire avec la WWE en pluguant ça. Et puis il part, il fait un splash dans le coin. Les deux de DIY sont dans le coin, ils ressentent. Ils se font ramasser. Et là, par la suite, ce qui suit, là, c'est une séquence magnifique. Okay? Parce que il ramasse, il pogne le Ciampa qui est le premier, il l'amène, il fait une espèce de petit paquet, genre semi-petit paquet, mais il est comme debout. Et là, t'as Gargano qui fonce dessus, il pogne, il fait un souplex pendant qu'il est en petit paquet sur Ciampa, atterrit en pont et fait un double pin, un petit paquet suivi d'un truc en pont incroyable. C'est super beau. J'avais jamais vu ça non plus. C'était super beau, super bon. Double pin, 1, 2, non. Double kick-out. Mais ça, je vais te le dire, c'est un bon signe. Ça, c'est un bon signe. D'avoir des nouveaux moves créatifs comme ça en équipe, très bon. Par la suite, Brutus, il tag rapidement son frère. Julius, il prend son frère. Il fait un souplex avec son frère. Il lance, boum, il le fait atterrir sur Ciampa. Let's go, mon frère, c'est une arme. Ah ouais. C'est pas fini. Attends une minute. Brutus, il se relève, il prend lui son frère Julius, il met un espèce de Alaba Slam modifié. Il pitch son frère en Alaba Slam, qui atterrit lui aussi sur Ciampa à terre. Fait le compte. 1, 2, non! Belle créative encore une fois, les deux frères en équipe. Mais c'est pas fini. Julius, il est à genoux. Là. Il atterrit genre en Alaba Slam. Fait le compte, kick-out, il est à genoux. Ciampa, il l'attaque, mais il le prend en souplex. Il est à genoux, là. Vous voyez l'image, il est à genoux. Il le prend en souplex, il fait une chandelle en souplex à genoux. Se relève en gardant la souplex à genoux. Se laisse la souplex à genoux en haut. Là, t'as Gargano qui est dans le coin, comme je vais aller aider Ciampa. Essaie d'aller intervenir. Brutus, il arrive, il prend Gargano, il le met en souplex. Pendant tout ce temps-là, Julius, il y a Ciampa en souplex. Les deux font des souplex. Ils atterrissent les deux en même temps. C'est magnifique. C'est super beau. Qu'est-ce qu'ils ont dans ces jambes-là? Les deux frères sont tellement forts des jambes. Ça n'a pas de bon sens. Et là, qu'est-ce qui arrive pas quand les deux ils tombent? Les deux sont sur le dos, les deux frères. Double K-pop. Double mon rêve. Ouais. Les deux font mon rêve en tandem. Mais c'est pas fini, là, Pierre. C'est pas fini. Julius, il part. Standing moonsault sur Ciampa. Pendant que son frère, il le regarde, il est comme, moi aussi. Standing moonsault de Brutus sur Gargano. Fais le tomber. 1, 2, non, pas encore. Quelle séquence super acrobatique. C'est beau, là. C'est bien fait, c'est tellement bon. Cette lutte, là, tu vois, tu sens que les deux Creed commencent à être frustrés. Après ça, puis moi aussi, j'étais un peu frustré, j'étais comme tabarouette. Ils font beaucoup de choses qu'on n'a jamais vues. Ça mériterait un plus proche qu'un compte de 2. On aurait pu gagner sur tout ce segment-là. On n'a pas gagné encore le match. Fait que les frères, ils décident qu'ils commencent à jouer avec Ciampa. Avec là, coup de genou, puis il passe à mon frère. Coup de genou, passe à mon frère. Coup de genou, passe à mon frère. Est-ce que c'est aussi beau coup de genou? Est-ce que ça aurait pu être dans le top 5 des coups de genou? Pas à ce point-là, parce que c'est plus dans la côte, là, où ça fait mal. Là, fait qu'ils se le font rouler, là, si on veut. Ils jouent à la balle, mais au lieu que ça soit une balle, c'est Ciampa. Par la suite, Gargano, il intervient. En fait, c'est ça. Ciampa, à force de savoir ses coups de genoux,
il est un peu mort. Là, fait que là, Oui. on le monte un peu en chaise électrique pour faire le finisher des Creed Brothers, qui est le Brutus Ball. Fait que là, Une Gargano, barre, oui. il voit ça, puis il est comme, faut que je sauve Ciampa, parce que sinon c'est terminé, si on lance ça. Fait qu'il s'en va pour un peu sortir voyons, Ciampa. Julius, pendant, il s'en rend compte, puis là, il lance Gargano sur... En tout cas, ça, je comprends pas. Julius, il laisse Ciampa aller, il pogne Gargano, il pitch dans les airs, s'atterrit ses épaules de Brutus, qui pogne Gargano sur ses épaules, puis qui fait une espèce de side suplex. Encore une fois, c'est super créatif, c'est plein de moves que tu vois pas vraiment. Ouais. Puis les deux styles vont bien, parce qu'on s'entend, c'est de la grosse puissance du côté des Creed Brothers, puis beaucoup de technique puis d'agilité là, du côté de DIY. Fait que c'est tellement un match de... C'est ça, c'est une belle rencontre de chimie. Là. La chimie est incroyable entre les deux. Fait que pendant que Brutus s'occupe de Johnny Wrestling, Brutus va vers l'extérieur. Il part à courir. Il fait un plaquage de football à Ciampa. Ciampa, il revole sur la table des commentateurs. On dirait que c'était Romanov dans les belles années qu'il était avec le Canadien de Montréal. Oh. Brutus est tellement content, il s'en va voir Pat McAfee, puis il est comme checker comment on est bon. Puis là, Pat McAfee, il capote comme qui capote tout le temps. Tout le monde est à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Rire. Pat McAfee, il est comme. Brutus, ça va vers lui, puis il est comme. Ok, non, il est gentil. Il est gentil. C'était drôle. Fait que là, tout le monde est à l'extérieur. Fait qu'il y a un classique, on met une pub encore une fois. Deuxième pause du match. On revient. Les Creed Brothers sont vendus très fort. Là, on s'entend. Là, il y a comme pas eu beaucoup d'offensives du côté de DIY depuis le début du match. On fait juste encore showcase un peu les Creed Brothers. On revient de la pause. Et là, petite parenthèse au niveau de la nouvelle réalisation. Je sais pas si tu as remarqué depuis quelques semaines. Là, des retours de pause, je trouve ça vraiment mieux au niveau de la réalisation. Là, c'est comme si le caméraman il est loin, ça rentre. Puis là, il court à un plan séquence qui continue. Puis là, c'est comme si on revenait dans l'action. C'est comme si on était à la salle de bain et on revenait courir pour revoir le plan. Genre. On pourra en parler plus tard dans cet même épisode de Raw. Il y a eu des beaux plans comme ça. Fait que je pense que c'est très conséquent à ce qu'on nous présente dans la production chez Raw et en général. Fait que oui. Je sais pas c'est qui le nouveau directeur photo ou si c'est Paul qui décide qui fait bien les choses, mais c'est beau, j'aime ça. J'adore ça. On voit pas ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de la lutte aussi d'un nouvel œil, un peu comme ça. Puis oui. On était habitué à la caméra qui shake puis qui fait des ça, zooms bizarres tout le temps. Autant que j'aimais beaucoup écouter la All Elite au début parce que justement c'était nouveau, c'était frais, c'était différent. Que depuis un petit bout, All Elite, on dirait qu'on s'est habitué un peu au rythme. Ouais. Je retournais à la WWE par contre, puis j'étais un peu déçu parce que je retournais toujours à la All Elite. Fait comme, ok, j'aime mieux ce produit-là. Puis depuis quelques semaines, justement, puis je m'étais pas rendu compte, c'était très inconscient. J'écoute la WWE, puis je suis comme, ok, il y a quelque chose, ils ont trouvé quelque chose de nouveau, ils continuent à innover, puis j'adore ça. Puis justement, faut que cet art-là, qui est la lutte, continue à évoluer. Puis, maintenant, c'est l'art télé aussi. Ça fait partie maintenant intégrale de ce qu'est la lutte. Quand t'as des bons workers, comme les 4 gars qui sont sur le ring, t'as pas besoin de tricher puis de faire un changement de plan pour faire que le move il a l'air de faire plus mal. Ils le font tellement bien, il a l'air de faire plus mal sans changer de caméra. Exactement. La caméra pourrait être à 2 pouces, puis ça serait intéressant pareil, puis réussir à le faire. Mais je trouve que ça met encore plus en valeur les lutteurs qui sont bons techniquement de le faire comme ça. NXT, je pense que c'était un peu comme ça, mais c'est peut-être Triple H qui apporte son œil d'NXT. Fait comme on va faire confiance aux lutteurs. Je ferme la parenthèse un peu plus réalisation. Fait qu'on revient. C'est Julius et Ciampa qui sont les deux légaux encore dans le ring. Ciampa, cependant, reprend le contrôle, fait un hot tag. Attention, c'était un hot tag à Gargano. Il frappe, Gargano il part. Il frappe les deux frères, ils sont dans le ring. Il va dans le coin, il pogne un peu en bulldog Brutus, part à courir, fait une corde à linge de l'autre bord. Fait que les deux, bang, il frappe les deux en même temps. Double manœuvre, coup de pied par la suite dans le coin à Julius. En passant vers l'extérieur, super kick à Brutus qui traîne là. Il se fait un espèce de slingshot, spear, à travers les cordes, comme il fait souvent. Sur Julius, le tombé. 1, 2, non. Le petit bout hot tag qui aurait gagné à l'époque du Ultimate Warrior puis de Hulk Hogan ne gagne pas dans ce match-là. Par la suite, il met Julius assis sur la troisième du côté où il y a le tag de Ciampa, tag Ciampa. Lui part à courir, se lance à travers la deuxième et la troisième, à travers les cordes sur Brutus qui traîne sur le bord du ring. Un magnifique saut vers l'extérieur. Là. Vous voyez là, la position à la photo, la position des pieds là, de Gargano. Là. C'est exactement
dans le milieu. C'est ça qu'il faut faire si on veut pas se blesser. Et oui. Lancer comme ça, ce maillot, c'est fait comme un pro. Ouais. C'est magnifique. Par la suite, dans le ring, il y a Ciampa qui prend Julius, qui est pris un peu sa troisième. Il fait un white noise, c'est un petit hommage un peu au mouvement de Sheamus. Ben, là, la deuxième corde. Il fait longtemps qu'il le fait quand même. Ouais, il fait longtemps qu'il le fait, effectivement. Ouais. Et ben, j'aime le plan, cependant, parce qu'on garde en caméra fixe, un peu par en dessous, et là, ça a l'air encore de faire plus d'impact, parce qu'il a l'air plus grand que ce qu'il est, puis quand il lance en white noise... Un autre belle séquence qui s'étire, il n'y a pas de coupure ni rien, puis la caméra exact, continue. On coupe quand on revient dans le ring de l'autre plan. Non, c'est super bon. Et c'est tout un... Ça revient à ce que je côtoie beaucoup de caméramans depuis quelques jours, puis leur créativité et leur esprit créatif, c'est des artistes aussi, même si c'est des caméramans, c'est des techniciens, puis ils sont contents, eux, de capturer. Je suis certain que le caméraman qui filme ça a un gros thrill d'être capable de faire ce genre de plan-séquence-là. Fait que props aux techniciens caméramans. Oui, puis props à la réalisation de les laisser aussi s'exprimer de cette manière-là, ce qu'on faisait moins avant. Un excellent match, là, on s'entend. Là. Ensuite, on tombe le 2-1-2, non, ça va pas assez le white noise. Par la suite, on se relève. On fait des chops sur le chest de Julius. Julius, il est pas impressionné. Il est comme, ah non, enlève ses bretelles. Viens m'en donner des vrais chops. J'aime bien Julius. J'ai hâte de l'entendre au micro, là, mais il y a un hit factor incroyable dans le ring. Là. C'est ce qui nous manque, c'est une clé qui nous manque. Là. On sait pas s'ils sont bons ou pas au micro. Pourtant, on le sait pas, mais pour l'instant, ils en ont pas de besoin. Ils puent le charisme sur le ring. Fait qu'il en redemande à Ciampa. Fait que là, ça se fait un combat. Un combat, boum. Des coups d'avant-bras, des chops, des claques d'en face, des coups de poing dans les côtes. Et là, ça dure genre 30 secondes. Non-stop. Les deux, ils se frappent genre comme une bataille. Non-stop, bang, 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 bang. Une belle intensité. La crowd, je suis un peu fâché des fois par la crowd. Je suis comme là, ça aurait été un parfait moment de popper, de crier This is awesome, de capoter. On est un peu à la fin du match. C'est le moment de tout lancer, mais on est en début de Raw, c'est des gens moins connus, fait que la foule est moins excitée que c'était des vedettes. Mais c'était tellement un bon match ce qui se passait devant nos jeux. Les deux, ils se frappent comme s'il n'y a pas de lendemain. Et là, Julius gagne finalement cette espèce de combat-là et qui réussit à mettre Ciampa pour une deuxième fois dans son ankle lock. Et là, l'ankle lock est un peu plus profond. Deuxième fois qu'on l'essaie dans le match. Ça fait 2 pauses qu'on ne l'avait pas essayé. L'ankle lock est là. Gargano, il veut intervenir, mais il reçoit un coup de pied dans le ventre de Julius lui-même. Pendant qu'il est dans l'ankle lock, protège son propre ankle lock. Double tap. Attends. Pogne Gargano, le met entre ses deux jambes, le lève un peu comme un neutralizer à la Cesaro, en tenant le ankle lock. Mais là, maintenant, il est comme, faut que je lâche l'ankle lock pour finir ce move-là. Fait que, poursuit le neutralizer, le met en powerbomb, puis il fait un powerbomb, bang! Et là, t'as juste comme, ça c'est comme 2 secondes qui ont passé, il lâche la jambe de l'autre, il fait le powerbomb. Fait que la jambe de l'autre est encore à côté. Encore là. Il la repogne tout de suite, il la remet dans l'ankle lock. Quel genre de créativité, encore une fois, une espèce de move qui montre la puissance de Julius. Et j'avais rarement vu quelqu'un qui se protège lui-même d'une deuxième intervention, puis en faisant une powerbomb. Je suis curieux de savoir si cette créativité-là, ça vient des gars Creed, ou c'est parce qu'ils sont bien entourés, puis ils ont quelqu'un qui les conseille bien. Mais je suis curieux de savoir si ça vient de eux. En tout cas, moi, c'est du jamais vu. C'est dans des matchs par équipe, des enchaînements comme ça. C'est super bon, c'est super rapide. C'est fluide au bout. Brutus, par la suite, vient rejoindre son frère, parce que là, il y a la carcasse d'un Gargano qui traîne à la suite du powerbomb, puis il voit son frère dans l'ankle lock. Moi, tout, m'a faire un ankle lock. Il se met à faire l'ankle lock sur Gargano. Les deux gars sont pris dans l'ankle lock. Il va-tu avoir un double tap-out? C'est comme ça va finir? Est-ce que le gagnant, qui va aller à WrestleMania, ça va être les Creed Brothers? Non! Finalement, les deux gars de DIY, ils contrent en même temps. Je sais pas si c'est le timing, mais les deux, ils contrent en même temps. Ils appliquent un crossface, les deux. Une espèce de crossface modifié du côté de Gargano. Un genre de Lebel Lock, puis un Sicilian... Un crossface du côté de Ciampa, puis un espèce de genre de Lebel Lock du côté de Gargano. Mais c'est pas fini! Parce que ça et tout, c'est contré par les Creed Brothers. Pendant qu'ils sont dans le crossface, ils relèvent les gars. Ils se remettent ses genoux. Ils lèvent. Ils sortent. Ils montent. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont ben trop forts. Moi, je capotais dans mon salon. La public capotait pas assez pour ce qui se passait devant leurs yeux. Ils mettent les deux. Les deux, ils les mettent sur leurs épaules. Ils partent de la terre couchés. Ils les mettent sur leurs épaules en petits sacs à patates tout le long. Et là, ils vont chacun dans leur coin. Ils les pognent au bout de leurs bras. Ils se mettent à courir puis ils les lancent.
Ils font un chin-chin d'humain, esti, Pierre. Peux-tu croire? Un chin-chin de DIY. Do it yourself, your Do it chin-chin. yourself, chin-chin, esti. Et là, ils se rentrent dedans. C'est violent. Ah, c'est tellement violent. bon. et là, Pierre, faut que je te demande, c'est-tu ça l'amour? C'est-tu ça l'amour, ce que je suis en train de vivre en regardant les Creed Brothers? Ben Parce oui. que moi, je vois deux frères musclés lancer deux autres messieurs en bobette comme si c'était des poupées. C'est ça le sentiment que je ressens en regardant ça? C'est ça l'amour, Pierre? Oui. 100%. C'est ça, hein? C'est ça, l'amour. Tu l'as C'est trouvé. ça l'amour, Pierre. Fait que si jamais vous demandez un jour, je suis en amour, pensez aux sentiments que vous avez quand vous regardez des messieurs qui font des chin-chin avec deux personnes en bobette. Monsieur. Si ça fait... ça vous met chaud au cœur, c'est ça l'amour. Il amène Ciampa proche du coin. Julius, il s'élance. Il part, il fait un moonsault la deuxième. Brutus, il le regarde, il le suit. Moi, tout, je suis capable de faire un moonsault. Lui, il monte sa troisième. Un moonsault la troisième. Tente le tomber. 1, 2, non. Pas encore. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il va falloir? Ils viennent de révolutionner le tag team des 20 dernières années dans ce match-là. Il va falloir de plus pour qu'ils gagnent. Ça n'a pas de sens. Fait qu'il enchaîne avec une nouvelle tentative de Brutus Ball. On met Ciampa sur nos épaules en chaise électrique. Et là, regardez la photo là, que je mets. Brutus, il décolle. Puis au même moment, Ciampa, vous voyez la photo, il commence à essayer de faire un espèce de petit paquet. Et là, à l'atterrissage, Brutus fait juste manquer de pas grand-chose, atterrit dans le vide, pendant que Ciampa applique le finisher le plus destructeur de la business, le petit paquet. Tente le petit paquet. 1, 2, non! Brutus, juste avant qu'il y ait le compte de 3, il revient en courant, puis il change le poids de bord pour que ce soit Julius, son frère, qui soit sur le dessus, du bon côté du petit paquet. Fait que là, on retente le petit paquet. 1, 2, non! Parce que Gargano, lui tout, il a vu ça là, il était revenu, il part à courir, il sort Brutus, fait un super kick à Julius. Le super kick à Julius fait que le poids se renverse. Puis c'est puis c'est Ciampa qui est rendu du bon côté du petit paquet. Fait qu'il y a un autre petit paquet. 1, 2, 3. Ah oui. Et ça se termine comme ça. DIY qui sort avec un vol. Un vol. Mais quelle finale. Même la finale avec le petit paquet a été créative. Fuck. Genre, tout est bon dans ce match-là. Il y a eu comme 4 contres à la fin des mouvements. DIY qui se rend à WrestleMania pour la première fois de leur carrière. Ça fait 10 ans qu'ils étaient à la WWE. Ils s'étaient jamais rendus à WrestleMania. Ils ont fait une bonne partie de leur carrière à NXT, on s'entend. Absolument. Mais dans la défaite, les Creed Brothers ne doivent pas... Hey, ils ont shiné, ils ont tout shiné. Mais il y a une petite tristesse. Même si je suis content. J'aime DIY. J'aurais aimé que les deux fassent partie du match. Puis peut-être qu'ils vont trouver une manière de se faufiler. Là, parce qu'avec la créativité qu'ils ont, j'aimerais ça les voir dans un match à échelle avec... genre, 6 autres personnes, non même plus, 8 autres personnes. Il y a combien? Il y a 6 équipes, 12 personnes. 12 personnes dans un fucking match. Hey, il ferait des moves que je comprends pas. Moi, il faut qu'ils trouvent une manière dans le booking de les rentrer dans ce match-là parce qu'ils sont tellement forts. Puis ils sont capables de tout faire. Ils sont jeunes, ils sont athlétiques, ils sont forts. En tout cas, fait que WWE, faites-les rentrer. Et c'était mon match de la semaine qui était un bon candidat au match de l'année également. Un des meilleurs matchs tag team que j'ai vu des derniers mois. C'était excellent. Tout le monde a joué son rôle à la perfection. Puis j'aimerais rajouter une note. La IWS souvent fait des shows au Unity. Ouais. Le bar à Montréal, le Unity, la seule place où vous pouvez voir des messieurs faire des chin-chin avec d'autres messieurs en bobette, mais pour d'autres raisons. Voilà. Et peut-être que vous trouverez l'amour en les voyant. Peut-être que vous trouverez l'amour au Unity. Qui sait? Ah, mais ouais, c'était mon match. C'était bon. Comme tout le monde... Tout le monde jouait son rôle, tout le monde savait exactement. Je suis d'accord, par exemple, que, oui, l'histoire qu'il racontait, des vétérans contre des plus jeunes qui voulaient se prouver. Fait que, les vétérans étaient plus intelligents, ils ont travaillé avec leur force, puis tout fonctionne. Je pense que c'était peut-être une petite coche de trop. DIY aurait pu, je pense. Ouais. Moi, je suis d'accord. Dans un vrai match de pay-per-view, j'aurais aimé plus d'offensive du côté de DIY. Exactement. Qui ont été beaucoup trop sur la défensive tout le long puis qui s'en sortent avec un vol. Gagner. Mais je comprends. Surtout si on les met pas à WrestleMania, ça a donné une belle carte de visite. On se souvient de la dernière carte de visite qu'il y avait eu à l'époque. Il avait pu sortir un autre excellent match
dans le temps pour autour de la ceinture de Judgment Day. Fait que on les voit pas souvent, les Creed Brothers, mais quand ils viennent, man, ils ont un impact incroyable. C'est le match de la soirée. Genre. Je pense que c'est la façon de le faire, c'est intelligent. C'est Paul Levesque qui fait comme tranquille, slow and steady wins the race. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'on prend notre temps avec les Creeds. Si on veut qu'ils soient au top et qu'ils restent au top, puis qu'ils aient peut-être battre un record que les Usos ont eux gagné l'année même passée. que New Day ont peut-être eu. Hein, ben oui, avec l'accumulation de titres. Cumulatif, là. Ouais, exactement. Ben oui, il faut prendre notre temps, puis je suis d'accord avec ça. Mais moi, en tout cas, je ne les ai pas suivis à NXT. Hein, ceux et celles qui suivaient à NXT, peut-être pas le dire, mais depuis qu'ils sont montés, c'est la grosse amour pour moi. Absolument. Fait que, on va poursuivre le reste de la soirée du 18 mars. On a eu un autre... parlant justement un peu de la réalisation, on va y aller avec... c'est pas une promo, mais c'était genre une promo. C'était un one take de la fin de la promo de Sami. Bon. Il se retourne en coulisses et là, il y a un one take tout le long. Là, que la caméra le suit. Et là, il croise R-Truth et DIY qui font un comedy bit. Mais la caméra fait quelque chose qu'on s'attend pas, c'est qu'il rentre dans le Gorilla Position qui est comme l'entrée avant d'arriver entre le backstage puis la foule. Il y a comme un genre de cubicule qui existe où il y a le Triple H qui est maître d'orchestre. On le voit pas, on le voit dans des promos, on va le voir des fois, mais le voir comme... rentrer et sortir. Ouais. Surtout dans un plan séquence comme ça. Et que là, t'as beaucoup de personnes qui sont impliquées. Puis pour avoir des erreurs, puis attends, là, on est juste au début de ce plan séquence-là. Parce que là, on arrive. Et là, Sami poursuit son chemin parce qu'on arrête la caméra. Et là, on regarde la conversation qu'il y a entre R-Truth et DIY. Avec le bit que DIY, c'est des Generation X. Puis qu'R-Truth ne comprend pas. Fait un petit bout de comédie de cette manière-là. Miz qui fait hey, on a un match. La toune qui part. On s'en vient. Et là, on s'en vient. Et là, c'est la toune de qui? C'est la toune d'R-Truth. R-Truth, il rappe pendant cette toune-là. Mais il a modifié son rap, là. Il l'a modifié, il part. Et là, à l'oreille, se met à rapper avec The Miz. Tout ça sur le même plan séquence. J'étais comme, quelle exécution incroyable. Ça, c'était... J'ai rarement été impressionné de la justesse du jeu de tout le monde qui ont fait partie de cette séquence-là. Du caméraman à la réal au lutteur, puis à R-Truth surtout, qui est capable de maintenir ça, puis être timé. R-Truth MVP en tabarnak. Là. Son timing comique est incroyable, mais son professionnalisme, sa capacité à être capable de littéralement leader un segment au complet, peu importe quel segment. Là. Pas juste celui-là, mais comme peu importe quel segment. Si R-Truth est là, tu peux te fier sur lui en esti. Puis... tu regardes tous les lutteurs, tu regardes tous les gens qui ont travaillé dans ce segment-là, c'est tous des gens qui ont l'expérience, justement. C'est tous des gens qui sont je te dirais DIY et ceux qui ont le moins d'expérience dans ce style-là, mais ils ont bien suivi. Ils ont 12 ans d'expérience, les deux, là, et plus. Là, comme... Mais c'était excellent. Moi, j'ai été très impressionné. Je sais même pas s'il y a une vidéo YouTube de ce plan séquence-là, parce que c'était comme une transition de Raw. Mais si vous avez la chance, le Raw du 18 mars, allez regarder. Il va apparaître quelque part, soit là où il va être dans les commentaires, je vais aller le trouver parce que c'est trop fucking bon. Ah, c'était très bon. Fait que la fin de la séquence de la promo de Zayn, suivie du début de la chanson, c'était incroyable. Quel bon... c'est ça. C'est pour ça que tu regardes la lutte, et pour des beaux plans séquences demain. 100%. Et là, je vais te laisser le prochain parce que moi, ça m'a moins marqué, mais je me souviens, mais ça m'a moins marqué. Mais en fait, c'est que dans un premier temps, j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Okay. Où c'est pendant le match de Ricochet de Dominique Mysterio, il y a un fou rire entre les deux commentateurs qui est Pat McAfee et Michael Cole, le papa d'Adam. Et c'est que Ricochet fait un genre de move, là. Il se pitch quelque part, puis il est agile. Puis là, à la Ricochet. À la Ricochet, exactement. Puis là, t'as Michael Cole qui est comme « Oh, Ricochet, qui est agile comme un puma! » Puis là, t'as McAfee. Il y a Prince Puma. Prince Puma, exactement. C'est une très belle allusion. J'ai vraiment aimé. Pour ceux et celles qui ne savent pas, Prince Puma était l'ancien personnage à la Lucha Underground de Ricochet. C'est là que mon respect à Michael Cole, qui fait ses devoirs, puis qui... C'est un fan de lutte pour de vrai, pour être capable d'aller chercher cette information-là. Mais t'as McAfee à côté qui fait comme... C'est vrai, hein? C'est agile des poumons. On n'en parle pas assez des poumons. Puis ça a brisé
Michael Cole. C'est une vidéo qui existe sur les réseaux sociaux de la WWE. Allez voir ça. C'est drôle. Puis quand tu réécoutes le match après, comme t'écoutes la vidéo, puis après t'écoutes le match, puis à un moment donné où il y a comme un gros 20 secondes, il n'y a aucun commentaire. Puis c'est un moment où tu fais comme, ben, il n'est pas supposé pas avoir de commentaire à ce moment-là. C'est juste un silence. Puis tu fais comme, ok, parce que les deux gars sont crampés, ben raides, puis ils essaient de se retenir. Puis là, ben Cole, qui est professionnel, qui va juste reprendre ça, puis ça continue, mais ça me fait beaucoup rire, beaucoup rire. Cole et McAfee, très belle chimie depuis qu'on les a mis ensemble. Là. Ils ont du fun, les boys. Depuis que Michael Cole se fait plus intimider par Vince McMahon dans ses oreilles pendant des événements live, il est le meilleur commentateur. Je pense qu'il intimidait Vince. Intimidé. C'est son genre. Non, c'est une personne très polie qui n'impose pas du tout là, sa présence. Mais... On y reviendra dans une prochaine promo. On va avoir le temps d'y revenir sur ça. Et sinon, dans les autres matchs, il n'y avait pas d'autres matchs qui nous ont marqué dans ce Raw-là. Fait que ça fait le tour de la dégustation du Raw du 18 mars. On enchaîne avec le Dynamite du 20 mars. Oui. Alors, au niveau des promos, on a eu Adam Cole sur Wardlow qui était comme un peu déçu, qui était déçu de Wardlow. Adam Cole n'était pas content. Il était pas content parce que Adam Cole pensait être que Wardlow allait être le champion. C'est ça. Puis c'est ça. Mais encore une fois, un peu sur son trône, sur son Adam Cole's Storytime with Adam Cole, baby. J'aime beaucoup ça. Là, il n'y avait plus de livre. Il était vraiment directement à la caméra. Puis il était très déçu de Wardlow. J'ai aimé l'intensité. J'ai aimé vers où ça s'en va, l'histoire, vers où ça s'en va. Une petite friction qu'on voit déjà là, à l'intérieur du Undisputed Kingdom. Ça a été souligné dès le début. Fait que ça n'avait pas le choix de se rendre à ce point-là. Malheureusement, la victime là-dedans, c'est Wardlow qui sera jamais mis à sa juste valeur. Il va encore être la personne qui va se faire buried, le mot de la semaine dernière. Exactement. Mais cette promo-là était très bonne quand même si malheureusement Wardlow souffre émissaire, bouc émissaire, j'ai mélangé deux mots. Souffre-douleur. Souffre-douleur, bouc émissaire. Les deux ensemble. Bouc-douleur. Voilà. Et on a... Bouc-douleur. On a Ospreay ensuite, qui est de plus en plus bon devant le micro, en live, en télé. Et le gars, il pue le charisme, littéralement. Mais il a tellement l'air content d'être là. Ah, c'est sûr. Il est tellement l'air content. T'as raison. C'est fou comment il illumine la salle de par son bonheur d'être là puis de faire de la lutte. Et là, il répondait un peu à la promo qu'on avait eue la semaine dernière de Bryan Danielson à la fin de son combat avec Shibata, qui était comme... Il avait envoyé des petites pointes du côté de Ospreay en disant que lui, il sait pas c'est quoi se battre pour sa carrière parce qu'il n'a jamais eu des grosses blessures, mais que Shibata et lui en avaient eu. Et là, Ospreay a répondu en disant « Ah, moi, quand je suis arrivé à la New Japan, j'y voyais, moi, les souliers de Bryan Danielson qui étaient là à la New Japan. Danielson a tellement voulu être populaire à la New Japan, puis il était juste là, ses souliers. Puis c'est vrai, j'ai pas pu enfiler les souliers de Bryan Danielson à la New Japan parce qu'il était trop petit. Il était trop petit pour moi. Moi, j'étais ben trop gros. Puis là, on sent que c'est une pointe parce que c'est vrai que Danielson, il a beaucoup plus levé à la Ring of Honor qu'à la New Japan. Parce qu'on pourrait penser que le style de Bryan Danielson allait être beaucoup plus populaire que ça, mais finalement, ça n'a pas levé autant. T'sais, Kenny Omega a été plus haut, Will Ospreay a été plus haut que Bryan Danielson. Bryan Danielson, lui, a décollé beaucoup à la Ring of Honor, mais beaucoup moins à la New Japan. Fait que son côté strong style était peut-être vu comme étant trop occidental, peut-être, par la foule japonaise à l'époque. Je ne pourrais pas mettre le doigt dessus exactement. À ce point-là, Danielson avait seulement gagné les titres, en équipe. Il n'avait jamais gagné de titre solo. Puis oui, c'est ça décolle. Même un Finn Balor, Prince Devitt à l'époque, était beaucoup plus over que Bryan Danielson à la New Japan. Fait que ça n'a pas été une partie de la carrière. C'est un des rares endroits que Danielson n'a pas tout dominé lorsqu'il a passé là. Et c'est une petite pointe bien placée de Ospreay parce que effectivement, il a surpassé de beaucoup les exploits de Bryan Danielson à la New Japan. Et il a annoncé son match qui aura lieu à Québec. Fait que si jamais vous êtes là, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez passé du match entre Shibata, une légende, et Will Ospreay. Probablement que ça va être encore le Ospreay de la semaine pour quand on va faire un retour là-dessus. Le Ospreay de la semaine. Il y a des bonnes chances. Et au niveau des matchs de ce Dynamite-là,
On a eu... C'était un long Dynamite, hein, qui a comme eu un Rampage, mais moi j'ai inclus ça dans un long Dynamite. Ouais, moi, j'ai arrêté après le 2 heures. Ah, ok, parfait. Mais je vais te dire ce qui s'est passé dans le Rampage. Il y a juste eu un match qui m'avait marqué bien. D'abord, il y a Okada qui gagne relativement facilement contre Eddie Kingston. La ceinture, crown, couronne. Complètement déconcerté. Complètement... Tu sais, après beaucoup de défense de Kingston qui l'ont élevé, là, de perdre comme ça m'a surpris parce que c'était comme, oh, ok, on élève vraiment Okada, là, tu sais. C'est ça. Il y a deux choses, il y a deux, trois choses qu'il faut voir là-dedans. Premièrement, faut continuer à comprendre le respect que Kingston a envers les lutteurs japonais et envers la lutte japonaise en général. Donc, Okada, qui est un des meilleurs lutteurs japonais de l'histoire, il va rester, je pense, dans les annales de l'histoire de la lutte japonaise. Je pense que Kingston lui vaut un respect. Je pense qu'il n'est même pas calculable envers Okada. Il fait comme, ben, c'est un honneur pour moi de te donner mon. Pas la triple couronne, mais le champion, la couronne continentale. Comment une couronne qui se porte à la ceinture. Voilà. Fait que, et là-dessus aussi, le côté kayfabe où on pousse Okada, où on veut le montrer comme quelqu'un de fort, quelqu'un d'intense, puis qui bat le plus gros babyface de la compagnie, ou un des plus gros qui est Kingston. Voilà. Puis moi, j'aime pas ça, Okada. Je pense au niveau du look, là. Ça fait bien, une ceinture. Fait que moi, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, de côté. C'est ça. Il y a beaucoup de il a l'air, tu sais, il look avec une ceinture, Okada. Il lookait à l'époque à la New Japan, et là, celle-là, elle est très belle sur lui. D'après moi, c'est une des très belles ceintures. On va y donner. D'après moi, ça va être un long règne, un peu plus long que celui de Kingston, parce que je pense qu'on veut installer Okada au sommet de la pyramide. Et pas grand-chose va l'ébranler, d'après moi, jusqu'à Wembley, peut-être. Je suis d'accord. On va voir. C'est ma petite prédiction. Prédiction de Max. Ensuite, on a eu un petit match Jericho Hook. J'ai vu les gens sont pas d'accord avec ce que je veux dire. Moi j'ai trouvé le match bon. Plusieurs personnes n'ont pas aimé ce match-là. Moi, je l'ai bien aimé parce que je trouvais que ça... moi, je trouvais que ça expliquait bien une histoire de genre respect avec un vétéran Jericho et Hook qui a été vendu très fort à l'intérieur de ce match-là. Et Jericho qui scellait bien les souplexes, les nombreux souplexes que Hooks faisait. Et je trouvais que ça a renforcé le personnage de Hooks, en même temps d'installer un respect entre la future équipe, fort probablement. Puis je trouvais que ça faisait avancer l'histoire. Fait que moi, j'ai aimé ce match-là. C'est un bon match pour pusher Hook, un bon match pour construire l'équipe du Lion Hook. Je sais pas si c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et je trouvais que tout le monde paraissait bien là-dedans, y compris Jericho avec ses selles. Fait que, d'accord avec moi? Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Ça passera pas à l'histoire, mais... Non, c'est ça passera pas à l'histoire, mais moi, j'ai bien aimé quand même ce match. Surtout la continuité puis la logique que ça a dans l'histoire. 100% d'accord avec tout ça. Exact. Au lieu de le faire dans une promo, on l'a construit bien dans un match. Fait que, moi, j'ai trouvé ça efficace, mais bon, plusieurs personnes sont plus critiques de ce match-là. Ouais, c'est un Dynamite qui se passait à Toronto. Ouais, c'était le Dynamite de Toronto. Exactement. Qui vient de Toronto? Il y en a quelques-uns, mais il y avait entre autres M. Coplin et M. Cage. Oui, exactement. Qui nous ont tout un bon main event. J'ai vraiment aimé ça. Ah, c'était bon, hein. Vraiment. Puis ils ont été créatifs aussi. Oui, mais je sentais deux petits culs qui ont booké ce match-là quand ils étaient des enfants. Et qu'ils étaient capables de le mettre à exécution plus tard. Là. Il y avait l'air d'avoir du fun, les gars. Vraiment. Vraiment. C'est ça. Puis en plus, la foule, ils sont à Toronto. La foule est en feu. La toune qui chante. Les gens qui chantent. Oui, la toune. La toune d'entrée. Entendu ça, la toune d'entrée qui continue à son retour, à la première fois qu'il était venu à Toronto, le premier des matchs, là. Ou non, c'était à Montréal, en tout cas. Ça avait chanté également très fort la chanson. Mais là, j'ai aimé ça parce que les gens chantaient full fort. Puis on n'a pas attendu que les gens arrêtent. On part la tonne de Christian pour le hit. C'est super bien fait au niveau de la tech. Les bouts là, qui sont partis. Là. Qu'est-ce que c'était bon. Fait que oui, c'est super bien monté. Le spot à voir, s'il y a juste un spot à aller voir, c'est le spot de chandail d'hockey dans les bancs de pénalité. Ah, si c'est bon pour expliquer vite fait. C'était bien fait.
C'était bien fait aussi avec les deux messieurs qui ont des gilets. Puis, donne-moi un gilet, let's go. Là, le gilet des Maple Leafs de Toronto, que Copeland se met sur lui. Ouais! Puis là, il y a un gars avec un chandail de Boston pas loin. Ouais. Qui était perdu un peu, on s'entend, là, à Toronto avec son gilet de Boston. Pourquoi? Là, il y avait un. En tout cas. Fait que là, c'est Copeland qui prend le chandail de Boston, qui met ça sur Cage, puis le gros heat. Puis là, les deux se lèvent, puis là, ils se battent comme si c'était une fight de hockey. Là. C'était bon. C'était vraiment niaiseux. Ça, c'est le genre de niaiseux que t'aimes, je pense. Ça, je l'ai écouté 2-3 fois juste parce que ça m'a fait rire. Oui, ça m'a fait rire moi aussi beaucoup. Puis ça faisait des belles images aussi, là. Des beaux thumbnails. Ouais, exactement. Des gros spots originaux comme dans le filet, le backstage, il y a un filet de hockey, ils l'ont lancé dedans. Les menottes avec l'intervention qu'il y a eu aussi, les menottes le coup de bas, le coup de cross-check qui casse le bâton. Puis un cross-check, puis je pense que ça doit être Excalibur qui est comme. Je pense qu'il connaît pas tant les termes d'hockey. Qui était pas certain. Puis là, t'as Tony Schiavone qui est comme That's a cross-check. Ça me fait beaucoup rire que Excalibur qui nomme n'importe quel mouvement de lutte. Le hockey. Le hockey. C'est le hockey, ça. Rien tout. Ouais, c'était très drôle. Puis là, des bons spots originaux tout le long du match. Puis Spike a finalement été utilisé. Un spike dans le pelvis. Ah oui. Peut-être dans le pelvis, le spike. Il était bien pédé le pelvis à la cage parce que. En tout cas, ça rentrait. Mais j'ai bien aimé juste avant la petite séquence où il l'attache. Puis. Let's go. Il donne juste 1 million de low blow de manière gratuite. La fin était très chaotique parce que tu t'attendais à avoir plus le clan du patriarche tricher de cette manière-là. Mais là, d'amener. Daniel Garcia, tout ça, ça a comme rééquilibré les forces, puis ça a permis d'avoir encore une fois un nouveau champion TNT. Mais là, pour de vrai, ça va rester. Pour de vrai, il n'y a pas personne qui a intervenu. Fait que très content. D'après moi, c'était l'histoire qu'on voulait raconter depuis le départ. Il y a eu une petite blessure qui a retardé un peu cette histoire, mais ça s'est bien terminé tout de même. Très très bon. Fait qu'on va voir la suite, hein? Ça va vers où? Parce qu'on va poursuivre cette rivalité entre les deux. D'après moi, c'est peut-être pas terminé à 100%. On va se voir un rematch. Bon, ça s'en va, mais éventuellement, ils n'auront pas le choix de faire quelques matchs en équipe. Fait que comment ils vont. Exact. Comment ils vont faire? C'est ça. C'est là que je suis curieux de voir où ça va. On ferme ce chapitre et on commence le prochain d'après moi. Ouais, je pense et par la suite, à la fin de ce main event de Dynamite, il y a eu Rampage qui se poursuivait. Dans Rampage, pas tant de bons matchs, mais j'ai bien aimé le dernier match de Rampage, qui est le dernier match, on veut, de cette longue carte de Dynamite, qui est un 2 contre 1, House of Black, contre Statlander et Willow Nightingale dans un street fight. Toutes les filles habillées en blanc, sauf évidemment Julia Hart qui est toujours en noir. Toujours. Et j'ai trouvé Sky Blue excellente encore une fois. Sky Blue là, à 100 milliards, elle est très bonne. Vraiment. Percutante dans ses tombées, elle s'est un peu ouvert dans le fond du crâne, ça saignait, ça lookait. Hart aussi, super bonne encore une fois. Il y a eu des gros spots sur la table de commentateurs, gros spots également sur les tables à l'extérieur qui sont faits. Pas un super long match parce qu'il y a une pause également dans le milieu. Mais c'est le genre de match qu'on n'est pas habitué de voir. Oui. De la part de femmes. On se souvient de Britt Baker que tu as nommé tantôt, là, qui en sortait des matchs violents contre Thunder Rosa, tout ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Puis j'ai trouvé que les 4 filles en ont sorti un excellent genre de street fight. Fait que ça a été bien fait. Fait que je vous le conseille également. Et c'est ce qui termine, si on veut, ce Dynamite c'était le 20 mars dernier. Et on enchaîne avec le SmackDown du 22 mars. Au niveau des promos, pas grand-chose. Je te laisse y aller avec celle en coulisses. Oui, c'est KO qui parle avec Nick Aldis. Puis KO qui joue son personnage, mais un peu comme content d'être là, un peu starstruck. Genre fan de Randy Orton. Ça me fait beaucoup rire. Puis t'as Pretty Deadly qui viennent. Puis là, Kevin qui est comme. Je me souviens pas exactement, ma mémoire me fait défaut. Je me souviens pas exactement pourquoi Pretty Deadly est venu interrompre Kevin Owens. Mais Kevin Owens qui est comme. Ok, la semaine prochaine, les gars, on peut se battre, là. Moi, ça me dérange pas. Moi, me trouver un partenaire, ça me dérange pas. Moi, j'ai déjà. 2 personnes, ça me dérange pas. J'ai déjà punché 2 personnes avec un coup de poing. Fait vous me faites pas peur. Puis là, t'as Randy. La caméra, la shot est super belle. On sent, puis on le sait, puis il suggère que Randy
est juste là, à côté de Pretty Deadly. Puis la caméra se tasse. Puis là, il y a un des deux gars qui se tourne, puis qui le voit, puis qui a peur. Les deux gars qui étaient vraiment très coqués. Fait comme, mais on va être capable de vous battre. Puis Pretty Deadly qui joue très bien. Ils sont vraiment bons dans leur rôle. Du bon comédie. Très très bon. Puis là, finalement, t'as Nick Aldis. Les deux gars s'en vont, Kevin Owens et Randy Orton. Puis Pretty Deadly qui sont un à côté de l'autre, très collés. Puis t'as Nick Aldis qui les regarde, qui recule un pas, qui fait comme, moi, de vous deux, je vous me tiendrai pas si collé que ça. Et Kevin Owens qui vient leur donner un coup de poing pour deux visages. Ça m'a fait beaucoup rire. Le clin d'œil à ce qui s'était passé il y a quelques mois. Le Kevin Owens fangirl de Randy, là, j'adore ça. Qui a commencé à installer aux alentours de l'Elimination Chamber, d'après moi, il a commencé à savoir ça allait quoi son plan vers WrestleMania, et son plan croise la route de Randy Orton, effectivement, autour justement de la United States, fait que j'ai hâte de voir comment ça va s'installer, tout ça, parce que, en tout cas, historiquement, Kevin, c'est pas le meilleur pour garder des amis à long terme. Chris, non. Mais quand il est ami, il est très ami avec ses amis. Fait qu'on il va peut voir être jusqu'à où. Et ami le lendemain. On va voir jusqu'à où il va être un très bon ami de Randy Orton. Ouais. J'ai l'impression que c'est deux gars qui s'entendent très bien dans la vie, fait que ça marche, je pense. En tout cas, ils ont l'air d'avoir du fun les deux ensemble, ça c'est sûr. Ouais. Et on a également eu Jade Cargill, qui a été annoncé dans une un vidéo package. Enfin! J'étais content là, de faire comme, OK, ils l'ont pas oublié, elle est là, elle existe, elle s'en vient. C'est tout. That's it. Juste contente d'avoir vu ce vidéo package-là. Ouais. Et dans les matchs qui valent la peine, on en a seulement un pour ce SmackDown-là. Et c'est celui de Rey Mysterio contre Santos Escobar. C'est toi qui l'as le plus aimé? Oui, je l'ai mis dans mes notes parce que pour une raison, pas juste une raison, là, parce que c'est quand même un très très bon match. C'est du Lucha Libre 101. X-Book. Très, 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 très bon, très, très bien booké. Rey Mysterio qui, en début de match, tente une genre de prise dans les cordes où il saute sur les cordes puis il glisse. Puis, je sais pas qu'est-ce que ça a déclenché dans sa tête. Je sais pas si c'était voulu ou pas. Je sais pas si le booking du match était supposé d'être ça. Moi, j'ai l'impression que ça a donné un genre d'edge ou un genre de motivation. De motivation, exactement, à Rey de faire comme... C'est pas vrai que je vais glisser sur une corde. Non, c'est ça. Puis il est devenu comme plus intense, plus violent. Puis un Rey Mysterio... un peu son ego là, de faire. Là, c'est son premier match depuis longtemps aussi, là, à Rey. Fait que... Exactement. Puis on a l'habitude de voir un Rey Mysterio un peu underdog. Puis un peu très clean. Mais très clean aussi. C'est rare qu'il fait ce genre de botch. Ouais, puis dans ce match-là, ce botch-là l'a apporté à être un peu plus violent, un peu plus brawler, un peu plus stiff. Puis Chris, j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé le Mysterio plus rough, qui démontre pas souvent. Puis c'est une des raisons, parce que le match comme tel est très très bon, mais c'est la raison pourquoi j'ai mis ça dans mes notes. Ben, génial. Donc, le seul match qu'on vous conseille, et ça fait le tour de la dégustation de SmackDown du 22 mars. Et là, il n'y a pas de Collision. Je sais pas trop, ça change chaque semaine, les Collisions. Cette semaine, il n'y en avait pas. Fait qu'on enchaîne tout de suite au Raw du 25 mars. C'est à cause du basket? Ben, ça se peut, c'est March Madness. Moi, je suis pas trop ça. Si jamais vous suivez ça, dites-le dans les commentaires. Je pense que c'est March Madness. Ça se peut. Fait que ça nous amène au Raw du lundi 25 mars. Il y a tout juste d'arriver. Un bon Raw. Un bon Raw, mais un bon Raw de promo. Un bon Raw de promo. Non, mais attends, check ça. C'était excellent. D'abord, on a commencé ça avec le promo de Cody Rock qui a ouvert le Raw et qui a également terminé le Raw. Fait que je vais toutes les mettre dans une grosse... dans le bon vieux temps, là. C'est ça, comme une grosse longue promo. Fait que tout d'abord, un Cody classique là, qui est très, très, très babyface, qui est très je suis bon, puis nanana, puis je vais me battre, puis en tout cas, il fait comment qu'il est bon. Ben oui, et là, il y a une interruption de The Rock, un peu à la surprise, parce qu'il n'est pas habitué d'être à Raw, The Rock. Et là, on est à Chicago, ça capote. Et une nouvelle chanson un peu. Je viens de comprendre. Ouais, il y a comme eu une nouvelle chanson de Rock qui est comme un mix de son entrée normale suivi de un peu le Hollywood de Rock qui a été mixé entre les deux. Et là, à travers tout ça, t'as sur l'écran qui apparaît The Final Boss. Puis, bref, je pense qu'on vient de terminer la gimmick heel de cette version de The Rock. Et elle est excellente. Le visuel est écœurant de l'entrée de The Rock. Là, avec les éclairs qui frappent. Puis, différent de ce qu'on a vu à
SmackDown la semaine passée. Exact. Mais là, c'était comme la version C'était très finale. Hollywood. Ben, exact. Là, c'était encore Hollywood, mais là, on commence avec un peu plus l'électricité, les éclairs, comme qu'il y avait, mais le son de la musique switch à Hollywood The Rock au lieu de tout de suite commencer. Fait que j'ai trouvé que c'était. En tout cas, c'était très bien fait. Même ça si paraît 1h15 du matin, présentement, je pense que je vais aller écouter le début de Raw tantôt. Ben, tu vois. Et la fin de ce Raw-là, parce que finalement, The Rock arrive, il n'y a pas vraiment de confrontation au micro comme on aurait pu espérer. T'as seulement The Rock qui vient dire dans l'oreille de Cody que c'est son ring, et qui part. Fait que c'est un peu. Les gens sont contents, ils ont vu The Rock, ils ont vu l'entrée, c'est le fun tout le temps. Oui. Mais on peut laisser sur notre fin, mais à la fin du Raw, il y a comme bon, dans le main event, de l'intervention, tout ça. Cody vient aider Jay ou So par le Bloodline, tout ça. Et un moment donné, bon, ça va dans les coulisses, il se met à battre Jimmy, il se met à battre Solo, et qui arrive pas? The Rock qui arrive et qui donne une volée, là, mais une volée genre Attitude Era, là. Oh. Une volée de Rock Attitude Era qui parle pendant qu'il donne une volée, qui fait saigner, qui est violent. À l'extérieur, c'était la pluie battante, ça rajoutait tellement au look. Ils ont bien fait d'aller à l'extérieur. Il mouillait à Sio, il y avait de l'eau partout. T'avais Cody plein de sang, tout mouillé, qui se fait genre intimider au bout par The Rock. Il dit, si tu qui fait juste y dire, puis qu'à la fin, prend la ceinture, puis c'est écrit Maman Road. Prend le sang de Cody, le met dessus, puis il dit, je vais aller donner ça à ta mère. Fait une promo que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fini un Raw par de quoi d'aussi violent. Puis c'est The Rock qui lead ça. Fait que, tabarouette, on dirait qu'on est comme un semi-retour des années Attitude Era avec tout ce qui entoure The Rock parce que, en tout cas, ça sacre. C'est très edgy. C'est très edgy. Fait que, les gars n'ont pas peur de payer des contraventions pour avoir des gros mots à télé. Hein? Ouais, mais ça lookait. Moi, le fait qu'il pleuvait à Sio, là, je trouve que ça a tellement rajouté de la force à ce segment-là. Là. Wow. On va dire, ça rendrait ça encore plus dramatique tout ce qui se passait. Fait que une excellente promo que vous irez voir. C'est sûr, c'est disponible sur les internets, sur YouTube. Ouais. Et par la suite, je vais aller, je crois, peux-tu croire, c'est même pas la meilleure promo de ce Raw-là. Parce que la meilleure promo de ce Raw-là, je pense que c'est peut-être la meilleure promo depuis le début de l'année. La meilleure promo 2024. Et c'était CM Punk qui était au Bercail, hein, qui était à Chicago. Pas le choix. C'est ça. Il est à domicile quand il est à Chicago. Qui arrive sur le ring. Une grosse promo de Punk. Un peu, tu sais, on va-tu avoir des pipe bombs? Oh, on a eu une pipe bomb ce coup-là. Ah oui? Assurément. Okay. Wow. Parce qu'on a Punk qui commence et qui dit... tu sens Punk très boxeur, là. Tu sais, boxeur au micro, là. Qui est comme, let's go, venez-vous-en. M'a tout vous affronter, m'a tout vous faire coucher. Okay. Vous allez avoir l'air comme des minables à côté de moi au micro. Ah, wow. Il s'est déchaîné. Fait qu'il fait un call tout d'abord sur Rollins. Et l'insulte un peu. Call qu'il est pas si grand que ça. Dans le temps, on était à la même hauteur, mais depuis que ses talons hauts, il est rendu plus grand que moi. C'est bizarre. Un peu des calls là-dessus. Wow, par la suite, des calls sur The Rock. Hein, parce qu'il dit, c'est bizarre, The Rock, il n'a pas encore prononcé mon nom. Mais la dernière fois qu'on s'est croisés, il s'est rendu compte, The Rock... au micro, il est pas si bon que ça, hein, parce que il a les bras trop petits pour pouvoir boxer avec Dieu, en parlant évidemment de lui-même. Wow. Fait que un petit jab à The Rock, on va voir s'il y aura Tu sentais que dans le fond, Punk il frappait tout ce qui bougeait parce que il voulait avoir des réactions, puis il voulait peut-être faire shaker même le backstage. Avec c'était une genre de promo que je trouvais qui sortait un peu du script à plusieurs moments, on y reviendra. Par la suite, tombe dans un peu plus le script, fait que le call sur Drew, évidemment, et CM Punk sont en genre de feud, même s'ils sont pas. Ouais, feud, mais pas oui, mais non. Exact. Fait que dit qu'à Chicago, ben, il faut se battre, c'est en face à face qu'on se règle au compte là. Ça en pas plus. La toune de Drew, à part. Il a pas peur. Il arrive au micro. Et là, tout de suite, un Punk très, encore une fois, très agressif, que j'ai l'impression qu'il ne suit pas exactement le script et tente de déstabiliser un peu Drew. Vous regarderez, là, vous me direz si vous avez la même analyse, mais je trouvais que ça brisait souvent comme si... Comment c'est écrit un script normal de Raw. Fait que là, pendant la chanson, Punk est comme couper sa musique de merde, huez-le, il dit à la foule de huer. Et là, tu sais, Drew qui est comme, tu sais, qu'il y en a vu d'autres qui est pas facilement déstabilisant. Ouais. Mais qui est comme, ok, c'est bon, on y va de même. Drew, à quelques reprises dans le segment, dit à Punk de faire attention à ce qu'il dit parce que Punk a notamment ri de un peu son look avec une jupe, tout ça, il est un homme. Drew qui répond en disant, reste PG, puis fais attention parce que tu pourrais te faire canceller avec des propos de même en 2024. Oh. Fait que tu sais, tout est un peu dans. On lance des petits couteaux, là, un peu partout.
Drew qui arrive avec un gilet avec écrit un peu le sauveur de WrestleMania. Et sur le dos, il y a un checklist. Sur la checklist, il y a blessé CM Punk, la première en haut. Et là, avant même qu'il termine sa phrase de CM Punk, qui le coupe, qui disait, tu vois, moi, j'ai jamais eu besoin dans ma carrière de mettre le nom d'un autre lutteur sur un de mes gilets pour le vendre. Ce gilet-là. Avec une autre petite pointe bien placée, un peu dans les genoux à Drew. Drew le déchire. Il a un peu de difficulté à le déchirer. Puis il est comme, j'ai un peu de la misère à le déchirer parce que j'ai des trop gros bras. Sûrement, tu sais pas c'est quoi, Punk, avoir des gros bras. On s'insulte très école primaire. Ouais. Mais tu sens que c'est pas dans le script. C'est vraiment les deux égos qui s'affrontent. Là. Par la suite, en dessous, il y a évidemment un autre gilet avec une effigie de Punk. Avec une bonne, la réplique d'avant de Punk, c'était excellent. Ouais, par la suite, ça me fait rire parce que j'ai vu un meme. J'ai pas vu cette promo-là. J'ai vu un meme aujourd'hui qui disait exactement la phrase que Drew a dit. Puis là, après ça, t'as une photo de Punk avec I'm a Paul Heyman guy. Fait que là, exactement. Fait que on va voir. Mais c'est ça. Punk a déjà utilisé d'autres choses. Mais bon, Punk, c'est Punk. Paul Heyman, peut-être qu'Elisabeth, le booking d'Elisabeth va se réaliser. Ah, peut-être, on sait pas. Ensuite, un peu. Pendant que Drew essaie de parler, Punk, il veut rien entendre. Il dit à la foule, huez-le, ça me tente pas de l'entendre parler. Il veut comme qu'on skip un peu le segment qui était prévu pour tomber dans le deuxième segment. Fait on sent que Punk essaie peut-être d'escamoter un peu le pacing de ce segment micro-là pour enlever si on veut, la lumière sur Drew. Mais Drew, il se laisse pas déconcentrer. Fait que là, il se met à dire, il s'assoit en indien, tout d'abord. Fait qu'un petit clin d'œil à CM Punk et ses pipe bombs. Et là, j'ai bien aimé. Il disait au caméraman de ne pas être un pervers et de ne pas filmer sous sa jupe. J'ai trouvé ça bien lancé, surtout venant en tout cas, d'une époque où c'était peut-être quelque chose qu'on faisait plus du côté des filles, là, en profiter de certains looks. Et là, que ce soit un Drew qui le cale de même, je trouvais que c'était bien fait. C'est un bon clin d'œil à la réalisation. Par la suite, si on veut, Drew qui se vante et qui dit qu'il a toujours été le Chosen One, puis il a bien fait d'être le Chosen One. Et là, rapidement, Punk qui rebondit là-dessus en disant, puis c'est qui t'appelait, c'est qui t'a choisi? C'est qui a décidé que t'allais être le Chosen One? Nomme son nom. Il dit ça. Nomme son nom. Il dit ça à Drew. Nomme son nom. Cet homme de vertu qui t'a choisi pour être le Chosen One. Et là, t'as un Drew qui décroche parce que clairement, on ne peut pas. On se doute. On le sait, c'est qui? La personne qui a choisi Drew à l'époque, c'était Vince. Et il est un peu cancel en ce moment, Vince. Fait qu'on ne peut pas le nommer à la télévision. Mais tellement un coup que. Puis là, c'est sûr, c'était pas scripté, un truc comme ça. Ça a pas dû. Ils ont pas dû aimer ça en coulisses, faire. Pas, là. Il s'en va où avec ça? Mais rapidement, Punk est quand même assez intelligent pour switcher le focus au lieu qu'il y ait un chant ou peu importe, là, tu sais. Rapidement, Punk reprend la balle au bon, fait faire des chants à la foule de Chicago en nommant son propre nom. Fait que c'était très habile en termes de crowd work, là, puis très dangereux, mais Punk, très habile. C'est Punk qui a ouvert la trappe, puis c'est Punk qui l'a refermé tout de suite après. Exactement, mais en même temps, en la laissant juste assez ouverte pour que il a l'air cave un peu Drew, puis qu'il fasse décrocher Drew. Mais peut-être un petit doigt, tu sais. Exact. Puis Drew aussi, tu sais, il est pas tombé dans le piège. Non, c'est ça. On sait jamais, qu'est-ce qui aurait pu se passer rendu là quand tu ouvres cette boîte de Pandore-là. Fait que là, Drew, on dirait qu'il est un peu déchaîné, fait qu'il fait, moi, je trouve ça drôle, Punk, parce que, tu sais, souvent, ce qu'on se rappelle de toi, c'est que t'es un straight edge. Hein, tu bois pas d'alcool, tu prends pas de drogue. Mais bizarrement, t'es souvent en rehab, hein, pour quelqu'un qui est straight edge. Fait que là, on s'entend qu'on est, là, pour ceux qui savent pas qu'on est en rehab, on en prend des médicaments pour enlever la douleur, tout ça, qui est un peu de la drogue. Fait que normalement, ne serait pas considéré comme un vrai straight edge des gens qui sont comme ça. Tu sens que Punk également décroche, fait un petit, ok, bon, bravo, tu m'as eu là-dessus. Et là, ça revolait, mon gars, là. C'était tellement bon comme promo, là. Le flou entre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas, ou qui était flou. Là. Ou qui était flou, et c'était du bon Punk, là. Tu sais, quand on se disait, il va-tu avoir des pipe bombs, ou qui est sorti des sentiers, puis tu le sentais déchaîné face à Drew. Il veut qu'il monte sur le stage. Monte, viens en face à face. Encore une fois, probablement c'était pas prévu. Tu sais, je sais, ça avait l'air tout le temps des tentatives comme pour faire sortir du script Drew. Okay. Puis Drew embarque pas dans
ses tentatives de Punk. Punk fait même, il se met à coucher à terre, puis il est comme « Ah ouais, viens-t'en, là, je suis inoffensif. » Drew reste impassible devant ça. Il reste à genoux à la table des commentateurs et il continue à finir la promo, jusque finalement, on se rend au bout de la promo où c'est Seth Rollins qui arrive, la chanson de Seth Rollins part, les gens font la chanson, tout ça. Fait que moi, pour vrai, juste ce segment-là, bravo Drew, t'as été un vrai pro. Puis t'as été quand même capable de lancer une coupe de flèches en disant... Mais Drew, il est resté plus près du script initial, mais il a quand même réussi à bien rétorquer, puis il est pas tombé dans les pièges que Punk. Punk était comme déchaîné complètement. Il voulait, on dirait qu'il voulait faire mal paraître tout le monde qui était avec lui dans cette promo-là. Puis il était très combatif, là, il était très venez-vous-en vous battre. C'est ça, ben est-ce que c'est la commande qu'on a donnée à Punk ou c'est Punk qui fait juste en calisser? Il est à Chicago, je pense qu'il faisait juste en calisser. Puis il dit, peu importe ce qui arrive à soir, c'est sûr que c'est moi qui ai le plus gros chant. Et justement, lorsque Rollins arrive, la chanson blablabla arrive, tu sens Punk très fâché aussi, là, comme tu sais, c'est prévu que Rollins vienne intervenir, évidemment, mais tu sens Punk qui est en crise rendu à ce moment-là, et Rollins assoit un peu sa popularité pour commencer le segment. Je sais pas si c'était comme ça qui était prévu, mais t'as Rollins qui fait faire les chants de Rollins dans la ville de CM Punk, et là dit salut Punk, t'es juste te rappeler, à soir on est à Monday Night. Et là, met le micro dans les airs et c'est toute la foule qui dit Rollins. Reprend le micro. Maintenant qu'on a établi c'était qui vendait les billets puis on est sur quel show en ce moment. Et là, tu sens Punk en esti et qui coupe Rollins. Fait non, c'est pas vrai que ça va se passer demain. On est peut-être à ton show, mais on est dans ma ville. Et part un chant CM Punk. Le chant CM Punk est quand même fort. C'était... Je te le dis, là, c'était beau à voir. C'était vraiment un combat de micro, genre. Wow. C'était du semi-freestyle, mais excellent. Par la suite, Rollins demande si on aimerait ça, il demande à la foule, est-ce que vous aimeriez ça que CM Punk soit commentateur durant notre match entre Drew et Rollins. Cependant, un peu plus tôt dans le segment, Punk a comme ouvert une porte que je sais pas s'il était supposé ouvrir cette porte-là, mais qui a comme dit j'aimerais peut-être ça être l'arbitre. Il a nommé commentateur plus tôt. Il a dit je suis le meilleur dans tout, au micro, dans le ring, au commentateur, puis peut-être qu'un jour je vais être le meilleur la meilleure arbitre. Donc lorsque Rollins fait le call de il veut-tu être au commentateur, la foule répond non. Répond genre, là, tu vas voir où ça s'en va parce que le plan c'est que Punk soit au commentateur de ce match-là. Ouais. Mais là, vu que Punk a installé plutôt qu'il voulait être l'arbitre, la foule se met à crier on veut qu'il soit ref, fait que referee. Fait que là, Rollins a prévu sur ça, fait, ben, vous voyez bien, il peut pas il y a tout un espèce de gros truc au bras blessé, c'est son bras pour compter, il pourra jamais faire ça, et là tout de suite Punk, rapide, improvise, se met à terre, s'accote sur son bras blessé, et compte de l'autre main, un compte de 3, puis en dire je suis capable. Oh. Fait que là, Rollins fait ben parfait, hey, si tu veux être arbitre, viens-t'en être arbitre, puis moi ça me dérange pas. Là, c'est ça que Rollins il est genre ben, yeah, tu veux faire ce que tu veux, fine. On en jasera après plus tard, là. Il choisit ses combats, là, on s'entend. Et là, encore une fois, Punk très, très, très aigre à travers ce segment-là. Rollins il demande veux-tu savoir qu'est-ce que je pense de toi? Et là, tout de suite, Punk fait non au micro. Ça fait rire Pat McAfee, ça fait rire Michael Cole. Vu que c'est très, très rapide. Puis là, Rollins le reprend super bien. Il fait mais ça me tombe bien que tu veuilles pas le savoir parce que justement, moi, je pense jamais à toi. La dernière fois que j'ai pensé à toi, c'est quand on s'est croisés la dernière fois sur le ring. J'ai pas repensé à toi depuis. Je me concentre sur WrestleMania, sur le main event, sur la ceinture que j'ai. Et, tu sais, c'est plate, mais entre nous deux, c'est pas mal plus toi qui a besoin de moi, si tu veux, ton moment à WrestleMania. C'est bon, ça. Et là, force c'est d'admettre que le script initial était que Punk allait être commentateur, parce que le Punk reprend le micro et fait « Parfait, je vais être commentateur pour votre match. » Il traite également de dipshit les deux autres en disant exact. Et là, t'as un peu lorsqu'il dit ça, t'as Drew qui est bien à côté à table commentateur qui fait comme rappelle-toi, c'est PG en ce moment, Punk. Fait que tu sais, c'était comme des calls d'industrie et en tout cas. Fait que c'était super bon. Punk
essaie de faire un mic drop en disant c'est bon, on se revoit là, puis je m'en fous de qui gagne, puis blablabla. Ça en va, ça sort sur sa toune. Et là, je pense que c'était scripté, mais une belle réaction de McIntyre qui fait non, c'est pas vrai que ça va finir avec la chanson de CM Punk. Il est même pas dans le match pour la ceinture, on va pas finir ça. Ça va être moi puis Rollins qui va finir ce segment-là, blablabla, smash yallé. Rollins qui l'attaque, il fait un curb stomp, et le segment se termine comme ça. Mais pendant que Drew pogne le micro pour faire le début de la fin de ce segment-là, Punk il décalisse. Punk il fait juste il ignore. Il s'en va, il ignore, il continue de monter à la rampe comme si Drew, il parle pas. Tant pis. Tu sens vraiment qu'il s'aime pas, en fait. D'après moi, Drew puis Punk dans la vraie vie, c'est pas deux amis. Vraiment pas. Puis j'ai l'impression que Rollins non plus, c'est pas un bon ami à la Punk. Et là, on a juste mis ça, mais tout le monde a été relativement pro. Puis ça a donné, selon moi, la meilleure promo de l'année. Fait que allez l'écouter. Elle est disponible en intégrale sur YouTube. Fait que allez regarder ça. C'était une excellente promo. Wow. Et c'est ce qui termine. Non, mais en fait, il y a un bon match. Le seul match que je vous conseille, c'est le match de Ricochet contre JD McDonough. C'est un peu l'image de ce qu'on a vu dans le Gauntlet match. Un peu, mais encore mieux. Ricochet qui est vraiment solide, qui est très très bon. JD aussi sorti... qui est un bon lutteur. Ben, JD suit bien. Je dirais pas qu'il va comme il est capable de suivre Ricochet. C'est pas lui qui fait les mouvements les plus incroyables. Parmi ce match-là, c'est probablement le deuxième match que j'aurais analysé si j'avais eu à analyser pour la semaine qui suit. C'est un bon match. Il y a eu des trucs très... que j'ai rarement vu aussi. Il y a eu une espèce de Destroyer que comme... Il part de la terre, il saute par-dessus JD, puis il pogne en Destroyer dans la transition en sautant. C'était une espèce de Destroyer propulsé. J'avais jamais vu ça. C'était super bien fait. Je le prends. C'était un long match également, un 2 pubs. Puis là, c'est le fun de donner des longs matchs à Ricochet parce que tu vois toute l'étendue de ton talent. Ouais. On a également commencé à... J'espère qu'on va le garder parce que je trouve que c'est un excellent... un excellent surnom là, pour Ricochet. Ouais. Ils ont commencé à l'appeler The Highlight of the Night. Oh, j'aime ça. Moi, je trouve que ça marche bien avec Ricochet. Ouais. Et sur les abords du ring, t'avais un Dominic Mysterio qui était parfait dans son rôle d'enforcer pour tricher, pour quand l'arbitre ne regarde pas, on met le pied sur la corde, tout ça. Il s'essayait souvent, puis ça a tout le temps bien été. Fait que c'est ça, ça a donné... Ricochet qui a eu la victoire tout de même, et que Ricochet sur une première lancée depuis longtemps, de 3 victoires consécutives contre les Judgment Day. Fait que d'après moi, on construit quelque chose vers eux. Parce que oui. Et là, quand je voyais ça, je commence à rêver d'un match low card qui aurait peut-être pas à WrestleMania, mais qui pourrait peut-être avoir la semaine prochaine, avant WrestleMania, entre Gable et Ricochet. Ça serait-tu incroyable comme match? Risque de match. Un espèce de match low card, mais qui va battre tous les autres matchs de la carte. Genre. 100%. Fait que 100%. Là, je commence un peu à rêver d'avoir un match entre les deux. Et puis, je pense qu'on l'a jamais vu. Ben, j'ai pas de souvenir. Mais après moi, ça pognerait les deux. Fait que, tu dis ça, là. Moi, ton match avec tes Creed, j'ai quelque chose d'autre. C'est que Alpha Academy devienne Gable qui s'occupe des Creeds. Il fitterait tellement bien. Ça serait tellement bon. Ben oui. Ouais. Puis, qui fit dans le même sens qui irait contre Street Profit. C'est un peu le même genre de personne. Oui. Ce serait un match, là. Street Profit contre... Creed Brothers. L'énergie, je sais pas, il y a quelque chose de symbiotique là, qui marche entre eux autres. Là. Fait que ça fait le tour du retour de la semaine. Fait qu'un gros merci pour vos idées de chronique. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez aimé de cette semaine-là. Est-ce que vous aimez des semaines qui s'en viennent? On va y revenir dans quand même 2 semaines, les prochains épisodes réguliers. Lundi prochain, le 1er avril, on va avoir un petit épisode spécial. Fait qu'on vous en dit pas plus. Sinon, commencez à mettre à vos agendas de remplir le questionnaire de WrestleMania. Il devrait sortir en début de semaine prochaine. Donc, on va vous faire également un récapitulatif de toutes les histoires qui nous amènent à WrestleMania. Oui. Donc, vous allez pouvoir donner ça à vos amis qui écoutent juste WrestleMania une fois par année, qui sont casual, qui veulent savoir les histoires. Vous écoutez les sommeliers, pas être capable de remplir le formulaire, pas être capable d'être heureux quand vous écoutez WrestleMania. Pour comprendre, c'est ça, qui est donc qui, puis tout ça. Et fait que... Suivez-nous partout, les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux, merci. Et c'est ça, c'est ce qui complète cet épisode. Merci encore, c'était Max Ferriard ainsi que Jacques Sommelier de la lutte. Ciao, ciao!